Nous passons maintenant à l'audition elle-même. Notre commission accueille cet après-midi, et je l'en remercie, Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. Alors, évidemment, Madame la ministre, nous avons beaucoup de sujets à aborder avec vous. Votre feuille ministérielle, bien sûr, mais vous le savez, évidemment, les mobilisations des agriculteurs et agricultrices et leur suite, y compris sur le plan législatif. C'est un moment charnière pour notre agriculture qui se trouve dans la tourmente comme probablement jamais dans ce siècle. Vous le savez, la colère gronde dans les fermes. J'ai pu en juger moi-même comme un certain nombre de collègues. Pour ma part, dans l'Oise, à la rencontre d'agriculteurs mobilisés avant-hier soir. La forte hausse des prix de l'énergie et des intrants qui fragilise la trésorerie des exploitations. Les maladies aussi qui déciment les troupeaux sans soutien suffisant, rapide et conséquent. Une nouvelle saison va d'ailleurs commencer sans vaccin disponible pour la FCO8, car nous avons renoncé à la produire ou à organiser en urgence des achats groupés. Dans le même temps, des agriculteurs qui produisent sous signe de qualité et subissent la chute de la demande de leurs produits en raison de l'inflation et de la baisse du pouvoir d'achat des concitoyens. Plus globalement, la France a perdu en 10 ans un quart de ses fermes, des fermes de plus en plus grandes, de plus en plus concentrées, de plus en plus endettées et difficiles à transmettre dans un cadre familial. Sur le plan commercial, les déficits se creusent année après année. Je pense aux fruits et légumes, aux viandes, aux protéines végétales. Et sachez, vous le savez, que si on exclut le vin, la France est devenue importatrice nette et de loin de produits agricoles et alimentaires. L'agriculture a pris la mesure des défis écologiques, mais elle a besoin, vous le savez aussi, de soutien pour cette conversion écologique. Or, le budget agricole prévu par le gouvernement, présenté à cette commission et qui a donné lieu d'ailleurs à un rapport de notre collègue Jean-Luc Fugit, serait en diminution de 6%, si nos chiffres sont bons. C'est pourquoi notre commission, d'ailleurs, a voté des crédits supplémentaires, à la fois pour cette conversion, pour la lutte contre les épizooties, l'installation des jeunes ou développer les protéines végétales. Et une première question, Madame la ministre, pouvez-vous nous dire quel sort connaîtra la version issue du Parlement? Quelles évolutions vous entendez en tout cas apporter à ce projet initial qui nous est apparu, à beaucoup en tout cas, insuffisant? Les agriculteurs attendent également la concrétisation de nombreux engagements qui ont été pris au cours des 18 derniers mois. Je pense aux avances de trésorerie et aux prêts garantis de l'État. Les 75 millions annoncés aussi pour indemniser les pertes provoquées par la FCO et dont les agriculteurs attendent toujours le décaissement. Nous espérons également des suites, des pistes en matière évidemment législative. En ce qui concerne le projet de loi LOA, évidemment, nous avons des questions sur les perspectives. Mais ce projet de loi fait, à mon sens, l'impasse sur la régulation des revenus agricoles et des prix. Qu'est-il prévu pour répondre à ce qui est d'ailleurs une demande centrale des agriculteurs, à savoir des prix qui leur permettent de vivre dignement de leur travail? Vous savez qu'une mission d'évaluation transpartisane des lois Egalim est en cours dans notre commission avec nos collègues Dive, Igné, Uvart et Ramos. Et nous espérons que cette mission pourra aboutir d'ailleurs à des propositions en la matière. Ceci d'autant plus que la concentration des grandes entreprises de transformation et de distribution mène à une pression très forte sur les agriculteurs et leurs prix. Je le dis, on peut ainsi déplorer l'abandon de collecte de 300 éleveurs par Lactalis il y a quelques semaines. Et nous avons d'ailleurs demandé, je tiens à le dire, une audition de Lactalis dans cette commission qui, pour l'instant, n'a pas donné suite. Donc, ils ne nous ont pas donné suite à cette audition. Évidemment, je crois pouvoir dire pour l'ensemble des commissaires que nous ne souhaitons pas en rester là, parce que la protection des agriculteurs est évidemment une priorité pour nos membres. Pour finir, vous le savez, une menace encore plus grande pèse sur l'agriculture familiale du pays, l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Autre raison, évidemment, de la colère des agriculteurs. Pouvez-vous nous préciser quelle est votre position et celle du gouvernement? Nous confirmez-vous votre opposition à cet accord, quelles qu'en soient les conditions? Pensez-vous encore possible d'obtenir une minorité de blocage au niveau européen? Voilà, je vous remercie à nouveau pour votre présence. Je vous cède la parole pour une quinzaine de minutes. Et je rappelle donc les règles à chacune et chacun. On entend les orateurs de groupe, chacun pour 3 minutes maximum. Puis nous vous laissons la parole pour leur répondre aussitôt, dans le cadre de 4 minutes au global. Donc, et nous entendrons ensuite les orateurs individuels, 1 minute, et réponse de votre part aussitôt d'1 minute. Voilà. Madame la ministre, je vous cède maintenant la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente.
Mesdames et messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés, je vous remercie de me donner l'occasion de détailler aujourd'hui devant la représentation nationale la feuille de route qui guidera l'action de mon ministère dans les prochains mois. Dans le contexte que chacun connaît, contraint sur le plan budgétaire, tendu sur le plan social, au plan international, cet exercice de clarté est indispensable. Il doit permettre de répondre aux inquiétudes que nos concitoyens expriment, au premier rang desquelles celles des agriculteurs, sur le cap que la France souhaite tenir en matière agricole. Vous ne l'ignorez pas, ces inquiétudes sont vivaces et l'actualité en témoigne. Depuis le début de la semaine, les agriculteurs manifestent leurs doutes sur le projet que la nation nourrit pour ceux qui la nourrissent. Le retour des manifestations souligne la force d'une crise qui vient de loin et que traverse une profession en perte de revenus, en perte de repères et parfois même en perte de sens. Alors que la confiance qui unit l'État au monde agricole est entamée par de trop longs mois sans réponse, je m'efforce depuis 60 jours d'y consacrer l'action la plus résolue. En effet, mon rôle, notre rôle, mesdames et messieurs les députés, est désormais de nous engager dans une transformation profonde du quotidien de nos agriculteurs et dans un soutien sans faille à notre production nationale. Pour atteindre ces objectifs, avec votre aide, 3 temps politiques doivent être distingués. Le premier, c'est celui des urgences, et nous y sommes déjà. Car les crises s'additionnent, frappent en tout lieu du territoire et nécessitent des mesures de soutien puissantes, rapides et ciblées. L'urgence est d'abord sanitaire. Face à la recrudescence des maladies vectorielles, l'État a organisé une réponse reposant sur 2 piliers. Et ça répondra à l'une de vos questions, Madame la Présidente. Un premier pilier vaccinal d'abord, qui comprend la mise à disposition gratuite de près de 12 millions de doses pour la FCO3. Un pilier indemnitaire ensuite, avec le déploiement d'un fonds d'urgence exceptionnel de 75 millions d'euros, d'abord réservé aux pertes directes ovines et bovines induites par la FCO3, puis étendu à la FCO8 pour les pertes ovines, auxquelles s'ajoute la mobilisation du FMSE pour les pertes bovines en FCO8. Et nous n'en restons pas là. Afin de tirer toutes les leçons de cette crise, je lancerai dès le mois de janvier de grandes assises du sanitaire. Celles-ci permettront à terme de rénover la gouvernance et le financement de notre gestion sanitaire et de renforcer le maillage vétérinaire en zone rurale. On ne peut pas continuer à être dans l'attente d'une prochaine maladie vectorielle sans réorganiser, anticiper, traiter au mieux, faire de la prévention, parce que sinon, tous les budgets n'y suffiront plus. Et des maladies vectorielles, on va en voir se multiplier. Donc ces assises du sanitaire, c'est vraiment pour repenser collectivement, avec les services du ministère, avec les représentants des branches professionnelles, avec les vétérinaires, les chercheurs, les chambres, enfin, toute la sphère concernée par ces maladies animales, de repenser ensemble la stratégie. L'urgence est ensuite économique. La succession d'épisodes climatiques violents a fragilisé les trésoreries de nombreux exploitants. L'État a répondu présent en déployant immédiatement des mesures de soutien, comme l'aide à la reconstruction suite aux inondations ou celle en faveur de l'agriculture biologique. Dans un cadre budgétaire serré, elles ont représenté un effort pour nos comptes publics de près de 310 millions, qui témoigne de la priorité donnée à nos agriculteurs. En parallèle de ces fonds d'urgence, j'ai décidé de lancer un dispositif d'aide à la trésorerie. Et ça répond à une deuxième de vos questions, dont j'ai précisé les modalités la semaine dernière. En 2 mots, on distingue 2 situations. Des difficultés de trésorerie conjoncturelles. C'est une mauvaise récolte ou une difficulté particulière, mais qui n'affecte pas la situation habituelle de l'exploitation. Pour ce faire, nous avons imaginé avec les banques, la BPI, les partenaires, un prêt de 50 000 € à taux bonifié de 1,75% et qui serait ramené à 1,5% pour les nouveaux installés, qui sont plus fragiles parce qu'ils ont déjà évidemment beaucoup d'engagements financiers. Et puis un deuxième type de soutien qui est un prêt pour les exploitations agricoles qui ont des difficultés structurelles et qui ont besoin d'un engagement financier plus important,
à hauteur de 200 000 € sous la forme d'un prêt garanti par l'État à proportion de 70%. Alors évidemment, tout ça est traité en local par le préfet et les partenaires financiers, mais ces deux types d'aides, dont nous avons vérifié la pertinence auprès des professionnels, répondent aux difficultés de trésorerie que connaissent de nombreuses exploitations agricoles. L'urgence, mesdames et messieurs les députés, est enfin de tenir parole. C'est d'abord la promesse que tient le budget que nous avons présenté. Celui-ci maintient une enveloppe significativement supérieure à celle de 2023, qui représente un engagement de 25,6 milliards d'euros et consacre des mesures attendues par les agriculteurs depuis 2018, comme l'annulation de la hausse de la taxe sur le GNR ou la pérennisation du TODE. C'est ensuite la promesse que tient le projet de loi d'orientation agricole. Et c'est la troisième question que vous m'avez posée. Loi que nous avons considérablement enrichie, ici même, dans cette commission où je siégeais, vous aussi, Madame la Présidente, et nous avons, avec l'ensemble des députés, énormément enrichi ce texte. Je n'attends qu'une chose, et je veux là le dire clairement, c'est qu'on puisse à nouveau en débattre au Sénat et qu'on puisse achever son parcours. Parce que ce n'est peut-être pas la loi du siècle, comme certains l'ont dit, à juste titre, mais c'est une loi qui comporte des mesures que les agriculteurs attendent. Ils l'attendent. Ils ne cessent de nous le dire, y compris durant leurs manifestations. Il faut donc que nous soyons au rendez-vous de la demande des agriculteurs. Et à cet égard, et tout en sachant que je m'adresse ici à des experts du droit parlementaire, je profite de cette tribune pour éviter que certaines prises de position ne s'exonèrent de réalités constitutionnelles. Oui, la fin de l'année est réservée, dans sa quasi-intégralité, à l'examen des textes budgétaires. Je ne pouvais pas, et croyez bien que je l'ai demandé, on a essayé, je ne pouvais pas placer le texte de la LOA avant les textes budgétaires. Donc qu'on ne me fasse pas de mauvaise querelle sur ce point, ce serait de la malhonnêteté intellectuelle. C'est donc dans ce cadre que je me suis battue pour que ce projet de loi ait préséance en obtenant, avec l'accord dérogatoire de la conférence des présidents du Sénat, une avancée à mi-janvier du premier créneau disponible pour son examen. On a inversé une semaine du gouvernement pour pouvoir la passer en premier à la reprise au Sénat. Son entrée en vigueur, très attendue par la profession, se fera dans le délai le plus court qu'il était possible d'obtenir. Tenir parole, mesdames et messieurs les parlementaires, c'est enfin la promesse que vous concrétisez. De multiples propositions de loi, comme celle des députés Nicole Lepay et Jean-Marc Fugy, ou des sénateurs Duplon et Menonville, peuvent contribuer à apporter aux agriculteurs la réponse qu'ils attendent sur bien des sujets. Vous le voyez, dans l'urgence, l'État prend ses responsabilités et témoigne de son engagement irrévocable à protéger les agriculteurs frappés par les crises. Pour autant, je ne me fais aucune illusion et je sais l'ampleur des chantiers qu'il reste à mener. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les députés, après ce premier temps des urgences, en vient un second. C'est celui de la reconquête du sens. La perte de sens dans les professions agricoles doit tous nous alerter, tant elle s'illustre parfois cruellement. Un suicide est un drame, un suicide par jour est une tragédie. Voilà la réalité du monde paysan. Cette perte de sens, nous pouvons l'enrayer. Cela suppose de notre part de restituer aux agriculteurs deux pouvoirs. Le pouvoir de produire et le pouvoir de vivre. Le pouvoir de produire d'abord. Non pas produire pour produire, mais produire pour nourrir, car c'est la vocation première d'un agriculteur. Restituer ce pouvoir de produire, c'est d'abord abandonner le logiciel décroissant qui s'est installé par dogmatisme et privilégie les interdictions à l'innovation. Sur ce point, je serai intraitable. En matière phytosanitaire, je m'engage à ne jamais charger la barque française plus que ne l'est la barque européenne. Mon action se concentrera d'abord sur l'innovation, à travers la recherche de solutions de traitements alternatifs, en prolongeant par exemple le financement du Parsada en 2025. Pour ceux qui l'ignorent, le Parsada, c'est un dispositif, c'est une démarche
que je continuerai, parce que c'est une bonne démarche, qui vise à anticiper les futures interdictions par l'Union européenne. Ces interdictions, il faut s'y préparer. Quand elles viendront, si elles sont décidées au niveau européen, nous ne pouvons rien faire, parce que nous sommes membres de l'Union européenne. Donc il faut s'y préparer, et longtemps à l'avance, parce que la recherche a besoin d'un temps relativement long. Et bien sûr, le soutien au biocontrôle, parce qu'il y a des réponses de biocontrôle aussi. Donc je ne dis pas par dogmatisme que la seule solution, c'est le phytosanitaire. C'est aussi le phytosanitaire, mais c'est également la préparation à la sortie de certains traitements phytosanitaires et le soutien au biocontrôle. Restituer le pouvoir de produire, c'est ensuite poursuivre le chantier titanesque de la simplification. Je m'y suis immédiatement attelée, car sous le poids des normes, la ferme France plie dangereusement. Comme je l'ai annoncé fin octobre, les agriculteurs bénéficieront dès l'année prochaine du contrôle administratif unique. Cette mesure était très attendue par le secteur et s'inscrit également dans le respect des engagements pris par l'État. Il ne s'agit toutefois que de la première pierre posée à l'édifice de la simplification, car mon ambition en la matière est plus grande. Faire table rase des normes inutiles qui contraignent l'acte de produire. Mon objectif est simple, je veux que les paysans passent plus de temps dans les champs et les étables, moins derrière leur bureau. Pour ce faire, mes équipes travaillent d'arrache-pied et peignent avec méthode toute la paperasse et les interdits qui détournent les agricultures de leur mission de nourrir. Mesdames et messieurs les députés, voilà le chemin que mon ministère empruntera pour restituer aux agriculteurs leur pouvoir de produire. Mais ce pouvoir n'aurait que peu de valeur s'il ne s'accompagnait pas d'un véritable pouvoir de vivre. Et c'est une autre de vos questions, Madame la Présidente. Redonner le pouvoir de vivre aux paysans, c'est d'abord s'attaquer à la question du revenu et donc des prix. Sur ce sujet, et malgré ses apports, force est de constater que la loi Egalim présente des limites. En lien avec ma collègue Laurence Garnier, une réflexion a été lancée il y a un mois pour adapter le cadre des relations commerciales. Les organisations professionnelles agricoles y sont bien entendu associées et leurs revendications pleinement prises en compte. Redonner le pouvoir de vivre aux agriculteurs, c'est aussi traiter la question de la retraite. Parce qu'elle est la chambre d'écho des inégalités de la vie, la retraite frappe les agriculteurs parfois plus durement que le travail. Pour y remédier, le gouvernement porte dans le cadre du PLFSS une réforme dite des 25 meilleures années pour le calcul des droits. C'est une mesure de justice sociale qui récompense les efforts d'une vie de labeur. Il faut désormais l'inscrire dans le marbre. Je compte sur vous. Mesdames et messieurs les députés, après les deux premiers temps que j'ai évoqués, celui des urgences, celui de la reconquête du sens, en vient un troisième, celui de la projection dans l'avenir. À ce titre, 3 combats prioritaires doivent être menés de front. Le premier, c'est celui du renouvellement des générations. Si les chantiers que j'ai d'ores et déjà évoqués y contribuent largement, en renforçant l'attractivité des métiers, il est indispensable d'adjoindre des mesures de formation et là aussi de simplification. Pour ce faire, le projet de loi d'orientation agricole sera notre principal vecteur. Le choc d'attractivité qu'il prévoit permettra de former 30% d'apprenants supplémentaires d'ici 2030 et nombre de mesures, comme la création du réseau France Service Agriculture, simplifieront l'installation des agriculteurs et la transmission de leurs exploitations. Je voudrais dire à ce point, à ce stade de mon propos, on s'est beaucoup préoccupé ces dernières années, et j'en atteste pour ce que j'en ai vu lors de l'examen de tous les textes concernant cette question, on s'est beaucoup occupé de l'installation. Et je crois qu'il faut désormais s'occuper aussi beaucoup de la transmission. Et c'est l'objet d'une des missions qui a été confiée à l'inspection de mon ministère. Le second combat, mesdames et messieurs les députés, c'est celui que nous devons mener face au changement climatique dont les agriculteurs sont les premières victimes. Pour les protéger, les chantiers devant nous sont nombreux. Il en va du déploiement de plans d'adaptation de pans entiers de notre agriculture. Et les exemples que je vais donner sont les exemples de concrétisation d'engagements qui ont été pris auprès des agriculteurs en début d'année. Ils ont été pris, je les concrétise. C'est le plan Agriculture-Climat Méditerranée, 50 millions d'euros en 2025. J'en ai lancé la mise en œuvre opérationnelle après plusieurs mois de sommeil. À travers lui, je souhaite qu'une 50aine de territoires du pourtour méditerranéen soient labellisés par les préfets d'ici à la fin de l'année afin d'accompagner financièrement
les filières les plus affectées par le dérèglement climatique et de favoriser la diversification. Dans le même sens, l'accès à l'eau pour l'irrigation des exploitations est un impératif majeur qui doit être atteint dans le cadre d'une gestion raisonnée de cette ressource. Je suis allée 2 fois en Occitanie et ce n'est pas un hasard si je suis allée 2 fois en Occitanie alors que je ne suis pas encore allée dans certaines régions de France. Pourquoi ? Parce que c'est une région qui souffre le plus particulièrement de ces questions de changement climatique. Et ce que j'y ai vu est dramatique. J'ai vu des vergers calcinés de soif, comme s'ils avaient été brûlés au lance-flammes. Et donc, dans cette région particulièrement, il nous faut concentrer nos efforts sur l'adaptation au changement climatique, sur la question de l'accès à l'eau. Je veux le dire très clairement, ce qui empêche l'accès à l'eau dans ces territoires condamne à mort l'agriculture. Et il faut y répondre. Et c'est le 2e plan que j'ai lancé. C'est le plan hydraulique, le fonds hydraulique, qui est un fonds d'amorçage de 20 millions d'euros en 2024. Et ce fonds, je veux le poursuivre en 2025 pour financer 48 projets de gestion innovante de l'eau en France, dont je viens de révéler les lauréats. Comme je le souhaitais, ce fonds sera reconduit l'année prochaine. Mais ces mesures d'adaptation seraient vaines si elles ne s'accompagnaient pas de mesures de lutte contre le changement climatique. C'est tout le sens de l'action que je mène pour la captation du carbone, le travail de reforestation qui a déjà atteint 46 000 hectares et se poursuit avec l'allocation de 487 millions d'euros pour la forêt dans le PLF. Il s'accompagne en outre d'un plan de lutte contre les incendies dûment financé et ciblant les massifs les plus à risque. Enfin, le combat pour l'avenir de notre agriculture, c'est celui de notre souveraineté alimentaire. Et il suppose d'abord de protéger nos agriculteurs contre les accords commerciaux déloyaux. Promouvoir les clauses miroirs, à condition de pouvoir contrôler leur application. Ce sont les positions que je porterai lors des prochaines négociations pour que l'Europe sorte enfin du déni. Et sur le Mercosur, je le dis, je le répète, c'est non. Face aux centaines de milliers de tonnes de viande et de sucre qui pourraient se déverser dans nos supermarchés au mépris de nos normes de production, la France se dressera comme un mur. Cette position, nous la tenons fermement dans les discussions avec nos partenaires européens. Et je me rendrai d'ailleurs dès vendredi à Varsovie pour poursuivre ce travail de conviction. Retrouver les pans entiers de notre souveraineté alimentaire, c'est aussi assumer une posture conquérante par le renforcement de notre compétitivité. En ce qui concerne les exploitants, le travail est d'abord fiscal. L'augmentation à 30% du taux de dégrèvement appliqué à la TFNB, l'exonération de 30% de la réintégration de la dotation pour épargne de précaution en cas de sinistre climatique concourent directement à cet objectif pour un montant de 64 millions d'euros. En tout, l'allègement des charges, c'est quand même 300 millions d'euros dans ce budget, mesdames et messieurs, si évidemment le budget est adopté. Renforcer la compétitivité, c'est aussi leur offrir un accès aux moyens de production égal à celui de leurs concurrents. J'ai ainsi relancé le comité des solutions qu'avait mis en place Agnès Pannier-Runacher, qui travaillera à rythme soutenu sous mon patronage, tandis que des filières seront confrontées à des impasses inconnues ailleurs en Europe. J'ai évoqué la noisette hier, il y en a d'autres. Sur la compétitivité des transformateurs, le gouvernement poursuivra les efforts engagés dans le cadre du plan France 2030, qui représente déjà 2,3 millions d'euros investis sur l'ensemble de la chaîne agroalimentaire. Pardon, milliards, j'ai bien dit milliards. Je veillerai à ce qu'une attention particulière soit portée à nos territoires ultramarins qui doivent prioritairement réduire leur dépendance et trouver de meilleurs débouchés. Sur ce sujet, j'émets en revanche une alerte. Les industries agroalimentaires représentent une part essentielle de l'emploi de territoires souvent isolés et contribuent positivement à notre balance commerciale. Mais elles connaissent aussi une période de turbulence. Alors, prenons garde, mesdames et messieurs les députés, à ne pas nous engager dans la voie de la surcharge fiscale, car ce qui est en jeu à travers elle, c'est une part de notre cohésion nationale. Je fais allusion aux diverses taxes, sel, sucre et autres, beurre ou gras. Veillons aux conséquences économiques de ces mesures, dont les effets sur les comportements sont loin d'être avérés, mais nous y reviendrons peut-être. Mesdames et messieurs les députés, répondre aux urgences, redonner du sens, nous projeter dans l'avenir, voilà le travail que je vous propose de partager. Ensemble, je nous sais capables de tendre comme un seul homme,
ou une seule femme, vers le seul objectif qui compte, renouer la confiance entre le pays et les paysans. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie, Madame la Ministre. Nous passons maintenant aux oratrices et orateurs de groupe. Pour le groupe Rassemblement National, Madame Hélène Laporte. Merci, Madame la Présidente. Alors, Madame la Ministre, on se rejoint sur de nombreux constats, mais actuellement, c'est plus des constats qu'on souhaite, c'est des actes, parce qu'il y a une colère qui est plus que légitime auprès des agriculteurs. Vous avez reçu la filière noisette, dont le Lot-et-Garonne, département dont je viens, constitue le premier producteur. Et la filière aujourd'hui est au bord du précipice, avec cette année 50 à 70% de perte de récolte par rapport à 2023 du fait des attaques des ravageurs. Mais cette situation, on le savait, elle n'a rien d'une fatalité, puisque ces pertes, elles auraient pu être évitées si les producteurs avaient accès à l'acétamipride, qui est le seul produit phytosanitaire qui est réellement efficace contre le balanin et la punaise diabolique. La France est le seul pays qui interdit totalement depuis 2018 ce phytosanitaire, alors que, par exemple, l'Italie, le principal concurrent, lui, y a accès. Tout à l'heure, vous indiquiez, vous ne souhaitez pas plus charger la barque française qu'européenne. Ça, par exemple, c'est un réel exemple. Donc, nous avons des interrogations sur le calendrier. Vous avez indiqué tout à l'heure également qu'il n'y avait pas de place par rapport au texte de LOA d'ici la fin de l'année. Ça, je l'entends. Mais sur ce problème-là, pouvez-vous aujourd'hui nous assurer que tout sera mis en œuvre par votre ministère pour que nos producteurs aient accès à l'acétamipride dès cet hiver pour la campagne 2025 ? Parce que sinon, c'est toute la filière qui va disparaître. J'ai une seconde question par rapport aux viticulteurs. Le 5 novembre, vous avez rencontré le monde viticole et vous avez annoncé plusieurs mesures pour soulager les exploitations exsangues suite à l'enchaînement d'événements climatiques et épidémiques qui a notamment lourdement touché le vignoble du Lot-et-Garonne. Toutefois, vous êtes montrée évasive au cours des débats parlementaires sur le sujet de la moyenne olympique, dont le mode de calcul entraîne une indemnisation largement insatisfaisante des pertes de récoltes subies par les viticulteurs, parce qu'on sait que ça fait en fait plusieurs années que les récoltes sont mauvaises. Votre prédécesseur, M. Fesneau, il avait annoncé poursuivre l'objectif d'une révision du système dans la réglementation européenne. À aujourd'hui, où en sommes-nous réellement ? C'est ma seconde question. Parce que vous indiquez, vous mettez en place des prêts, c'est déjà ça. Mais en attendant, c'est un endettement de plus quand même pour les agriculteurs. Et ma dernière question, la troisième, c'est par rapport aux relations commerciales. Nos éleveurs laitiers du Nord-Aquitaine, regroupés dans l'AOP Sunlait, sont acculés par le blocage de Savencia qui a rejeté tous les projets de nouveaux contrats cadres pour aligner les prix payés aux producteurs sur le moins 10 ans. Vous avez annoncé une énième loi Egalim au printemps, mais à la réalité, là, actuellement, c'est que la loi Egalim 1, avec l'interdiction qu'elle pose de pratiquer des prix abusivement bas, et là je me réfère à l'article 17, n'est toujours pas correctement appliquée. Donc ma question est, quelles dispositions prendrez-vous pour qu'elle le soit vraiment ? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Hélène Laporte. D'ailleurs, ça repose la question des suites d'Egalim que j'avais aussi esquissées. Voilà. Et puis la question des prêts garantis, évidemment, et de leurs limites, entre autres. Voilà, pour 1 minute 30, Madame la Ministre. 1 minute 30 pour des sujets aussi fondamentaux, c'est une gageure. Sur les noisettes, vous avez raison. Aujourd'hui, on est devant une impasse de traitement. Et en effet, l'acétamipride est de nature à pouvoir combattre la punaise diabolique et le balana. Je les ai reçus et ils sont dans une détresse absolue. Comment dirais-je, Unicoque, qui est leur coopérative, rassemble 300 producteurs. C'est énorme. Donc là, le débat, nous l'aurons. Nous l'aurons. Vous savez qu'il y a une PPL au Sénat qui va être examinée. Et elle va l'être très rapidement dans quelques semaines au Sénat. Mais alors, vous savez que ce sujet, on le connaît par cœur. Je veux bien vraiment avoir un entretien particulier avec vous, Madame la députée, parce que ça suppose un cheminement législatif. On ne peut pas ne pas passer par la loi. On ne peut pas la mettre dans la LOA. Vous savez que c'est un sujet qui sera très débattu. Je suis convaincue que son interdiction a été une erreur. Nous en reparlerons à votre guise. Elle est autorisée partout en Europe. Je ne sache pas que les 26 autres pays européens soient des empoisonneurs de leur population. Sur la moyenne olympique, je voulais vous dire que l'Europe fait une application stricte dans le cadre des textes qui réglementent les aides d'État et la PAC,
tenter d'obtenir une modification de ces notions auprès de l'OMC est assez long et probablement risqué. Par contre, il nous est possible, dans la stratégie que je m'emploie à défendre, de demander à la Commission européenne de modifier la réglementation de la PAC, d'autant qu'on va être en discussion de la prochaine PAC, et l'encadrement des aides d'État, afin de permettre aux États membres de mobiliser davantage la boîte orange. Je suis désolée, Madame la Ministre, c'est pour essayer de respecter, donc Oui, on s'est dit 4 minutes au maximum. Par contre, j'ai oublié de vous dire qu'à la fin des interventions des orateurs et oratrices de groupe, vous pourrez compléter avec toutes les réponses que vous n'aurez pas pu apporter dans les 4 minutes. Juste sur Sennelay-Saint-Vinciat, si vous permettez, rapidement, Madame la alors. Présidente, on a conduit une médiation au ministère à ma demande, de façon à permettre que le dialogue se renoue. Et le dialogue s'est renoué. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y aura un accord entre Saint-Vinciat et Sennelay. Merci Madame la Ministre. Nous passons au groupe EPR avec Madame Nicole Lepay. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. 2 sujets brûlants nous préoccupent. Les cas d'influenza aviaire hautement pathogène se multiplient en Europe et en France, avec une situation particulièrement préoccupante en Bretagne, région clé de l'aviculture française. La Bretagne a recensé 9 foyers depuis l'été dernier, 1 en Ille-et-Vilaine, 5 dans mon département, le Morbihan, et 3 dans le Finistère. Cette crise menace gravement la filière agricole, qui est le pilier de notre économie locale, et fragilise nos éleveurs déjà durement éprouvés par des crises sanitaires répétées. La France a relevé donc son niveau de risque modéré à élevé, et ce signal fort doit impérativement s'accompagner de mesures concrètes et rapides pour éviter des impacts irréversibles sur nos exploitations agricoles. Alors Madame la Ministre, ma première question est donc la suivante. Quelles mesures spécifiques le gouvernement envisage-t-il pour aider nos éleveurs à faire face à cette crise sanitaire, notamment en matière de compensation financière? Et enfin, j'aimerais évoquer la question d'actualité des contrôles de qualité aux frontières. En théorie, l'importation en Europe de viande traitée aux antibiotiques ou aux hormones de croissance est interdite. En pratique, la traçabilité demeure imparfaite. Des audits réalisés par la Commission européenne ont relevé des failles dans les contrôles, notamment au Brésil, où un récent audit a démontré l'incapacité de garantir l'absence d'hormones œstradiol, pourtant interdites en Europe. À la suite de ces défaillances, le Brésil a dû temporairement suspendre ses exportations de viande bovine vers l'UE. Comment la France peut-elle et entend-elle garantir le respect strict des normes sanitaires européennes essentielles pour préserver la confiance des consommateurs et protéger nos filières agricoles? Je vous remercie. Merci Madame Lepay. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Je voudrais, sur les 2 points, vous dire quelques mots. D'abord, sur la grippe aviaire. Un seul cas de grippe aviaire et vous perdez votre statut de pays indemne. Donc, on ne peut plus exporter. Vous savez que la grippe aviaire a décimé des élevages entiers, a nécessité des investissements massifs de la part de l'État. Pour sauver ces filières, l'État a été au rendez-vous de la responsabilité. Alors, il y a une réponse en 3 volets. Tout d'abord, la biosécurité. Empêcher l'intrusion du virus dans l'élevage. Pourquoi est-ce qu'il y a une recrudescence? Parce que les oiseaux migrateurs, cette année, ont davantage, je dirais, impacté la santé de nos élevages de volailles. Ça vient de là, en réalité. Donc, cette année est une année particulièrement qui expose particulièrement ces filières. Le deuxième volet, c'est la vaccination, qui empêche la propagation du virus. Et ça fonctionne, parce que malgré tout, la grippe aviaire reste quand même cantonnée. On n'est pas dans une infestation massive comme on a pu la connaître dans le passé. Et enfin, le troisième point, c'est la surveillance. La surveillance des éleveurs, des vétérinaires. Et ça, évidemment, ça demande un énorme effort. Chaque éleveur a encore en mémoire ce qui s'est passé il y a quelques années. Donc, nous sommes passés en risque élevé parce que nous ne voulons prendre aucun risque, précisément, aucun risque de propagation. Donc, on renforce la biosécurité. Il y a la claustration dans les élevages les plus importants. On continue la vaccination. Et début décembre, nous aurons des décisions à prendre avec les filières. Je les rencontre très prochainement. Merci Madame la Ministre. Nous passons maintenant au groupe La France Insoumise avec Madame Manon Meunier. J'ai fait 3 minutes.
Toujours pas. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, stop à l'hypocrisie sur le Mercosur. On entend partout le gouvernement, dont vous, dire que vous êtes opposés à ce traité de libre-échange pour protéger nos agriculteurs. Mais je vais vous dire en quoi la position du gouvernement est hypocrite. Premier point, vous n'êtes pas contre cet accord, vous êtes contre cet accord en l'état. Vous dites vouloir un accord, mais avec des clauses miroirs. Mais nous savons très bien que ces clauses miroirs ne sont et ne seront pas respectées. J'en veux pour preuve une clause miroir qui existe déjà. Il est interdit d'importer en France du bœuf ayant reçu des hormones de croissance, dont l'œstradiol, hormone cancérigène. Or, manque de chance, la DG Santé de la Commission européenne vient de sortir un rapport. Il démontre qu'il n'y a aucune traçabilité sur la présence ou non d'œstradiol dans les 41 000 tonnes de viande importée en Europe depuis le Brésil, pays du Mercosur qui utilise massivement cette hormone. Nous importons donc, sûrement déjà sans le savoir, du bœuf aux hormones en Europe, tout simplement parce que nous n'obtiendrons jamais de contrôle fiable. Par ailleurs, nous savons qu'il existe déjà de nombreux cas de corruption de contrôleurs. Donc faire passer cet accord avec des clauses miroirs, c'est comme faire passer cet accord tout court. Deuxième point, Madame la Ministre, Ursula von der Leyen est en train de préparer le splitting de l'accord. Cela signifie qu'elle est en train de séparer l'adoption de ce traité en deux parties. La partie concernant les échanges commerciaux d'une part et une autre partie avec les autres conditions. Avec ce procédé, les États membres de l'Union européenne perdent tout pouvoir de veto. À partir du moment où il y a majorité, l'accord commercial est adopté. Pourquoi Emmanuel Macron ne fait-il rien pour s'opposer à ce splitting? Est-ce que cela l'arrange au fond de savoir que l'accord sera adopté même s'il fait mine de s'y opposer? Troisième et dernier point, Madame la Ministre, quand on voit que M. Macron soutient l'idée d'un fonds d'indemnisation européen pour accompagner les agriculteurs futures victimes du Mercosur, on a vraiment la sensation que vous vous moquez du monde. Vous allez faire subir une concurrence déloyale monstre sur les éleveurs d'un côté et compenser avec l'argent de la Caisse européenne de l'autre. Ce n'est pas sérieux. Pourquoi toutes ces manœuvres, Madame la Ministre? Nous ne sommes pas dupes. Nous savons qu'il y a de réels intérêts financiers derrière ce traité. Industrie automobile européenne, filière de luxe et agro-industrielle française. Tout le monde voit ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, vous dites non à l'accord en l'état pour faire taire la colère. Et quand Bruxelles vous aura accordé 2 ou 3 clauses miroirs inefficaces, vous laisserez passer. Dans ces conditions, ce seront l'élevage et la souveraineté alimentaire de la France qui seront sacrifiés sur l'autel des profits de ceux qui font déjà pourtant le plus de profits dans notre pays. J'espère que le débat que nous aurons, que nous avons demandé avec la France Insoumise pour permettre à l'Assemblée nationale de se positionner bientôt au sujet du Mercosur sera en ces termes. Pour ou contre le traité de libre-échange avec le Mercosur et pas pour ou contre des clauses miroirs qui ne seront jamais respectées. Et en attendant, Madame la Ministre, voici ma position contre ce traité injuste, quelle qu'en soit la condition pour la souveraineté alimentaire de notre pays. Merci Madame Meunier. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée. Madame la rapporteure, même si nous aurons ce débat approfondi la semaine prochaine, je veux quand même y revenir et ça me permet de répondre aussi à Madame Lepay sur la question des contrôles. C'est vrai, vous faites allusion à ce rapport de la DG Santé qui atteste qui révèle l'insuffisance du contrôle sanitaire au Brésil, puisqu'elle a révélé la présence d'hormones de croissance qui sont absolument interdites en France et en Europe. Et c'est en effet une grande préoccupation. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles il faut rejeter cet accord. C'est que non seulement ça déséquilibrerait des filières dont l'équilibre est parfois fragile, parce que certains s'amusent à dire c'est un steak par personne et par an, mais en réalité, ça se fait au prix de la déforestation ici et de nos prairies là. Donc c'est pas possible. Et encore une fois, notre filière élevage en souffrirait incontestablement. La deuxième raison de l'opposition à cet accord, c'est aussi le risque de splitting. Le risque de séparation entre un accord commercial et l'accord cadre. C'est ça, je reprends les termes. Donc, nous, alors évidemment, ce serait un déni de démocratie absolu. Ben, bien sûr, nous nous y opposons fermement. Je ne sais pas comment il faut le dire pour vous en convaincre. Merci, Madame la Ministre. Nous passons maintenant au groupe socialiste avec Madame Valérie Rossi. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, dans les Hautes-Alpes, lundi soir, j'étais jusqu'à minuit auprès des agriculteurs de mon département. Depuis plusieurs mois, le monde agricole se mobilise avec courage et de manière exemplaire partout en France et plus largement en Europe pour alerter les pouvoirs publics sur leurs conditions de travail toujours plus dégradées,
la surtransposition des normes, une absence de prix rémunérateurs, les soucis liés au pastoralisme, la prédation, les maladies, la chute des récoltes et une concurrence déloyale exacerbée. On ne veut pas d'argent, on veut pouvoir vivre dignement de notre travail. Voilà ce qu'il répète inlassablement. Savez-vous ce que m'a dit le président de la Chambre d'agriculture du 05 ? Madame la députée, le Mercosur, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cela veut tout dire, la coupe est pleine. Un tel accord commercial conduirait nos éleveurs de volailles à être mis en concurrence avec des fermes-usines brésiliennes jusqu'à 50 fois plus importantes que nos exploitations. Nos éleveurs bovins se retrouvaient face à des cheptels sud-américains qui dépassent régulièrement 10 000 têtes et sur lesquels les antibiotiques de croissance y sont autorisés, ainsi que de nombreux produits phytosanitaires interdits dans l'Union européenne. Nos producteurs de maïs français et européens faire face à la concurrence des Argentins et des Brésiliens qui utilisent encore des produits phytopharmaceutiques interdits depuis plus de 20 ans en France. Cette mise en concurrence déloyale est inacceptable. Cet accord de libre-échange auquel nous sommes profondément opposés serait donc une triple faute sociale, économique et environnementale. C'est la raison pour laquelle nous avons fait adopter avec le groupe socialiste et apparenté le 5 novembre dernier en commission des affaires européennes une proposition de résolution européenne visant à s'opposer à l'adoption de cet accord en l'absence d'un accès au marché européen conditionné à l'application de mesures miroirs et s'opposer à toute scission qui permettrait de s'affranchir du vote des parlements nationaux. Inverser la charge de la preuve par la certification des modes de production dans les pays tiers par un organisme indépendant agréé par l'UE. Mettre en place une limite résiduelle égale à 0 pour les pesticides interdits dans les produits importés. Harmoniser les règles sanitaires et environnementales entre les États membres de l'UE. Étendre les dispositions concernant l'indication du pays d'origine ou de lieu de provenance sur les denrées alimentaires consommées dans l'UE. Notre résolution pose sur la table une nouvelle méthode pour garantir le juste échange et protéger nos agriculteurs dans la durée. Cela mettrait fin à l'importation massive de produits qui ne respectent ni nos normes sociales ni nos normes environnementales puisqu'ils devront être contrôlés et certifiés dans les pays d'origine avant toute éventuelle exportation. C'est aujourd'hui le seul texte en cours de discussion au Parlement et nous invitons toutes celles et ceux qui sont mobilisés à le soutenir. Le président de la République et vous-même avez annoncé ne pas soutenir l'accord en l'état dans sa forme actuelle et inscrire un débat sur ce traité à l'Assemblée nationale le 26 novembre prochain. Or, vous le savez bien, pour réellement protéger nos agriculteurs dans la durée, le sujet ne peut se limiter à cet accord commercial. Il faut interroger de manière générale le contrôle de l'ensemble des produits agricoles et alimentaires qui sont importés sur le sol européen. Aussi, seriez-vous prête à étudier les voies et moyens permettant un réel contrôle des produits importés dans l'Union européenne depuis le pays d'origine par un organisme indépendant agréé et contrôlé par l'UE ? Pardon. Je vous remercie. D'ailleurs, c'était bien trop long. Je suis désolée, c'est ma faute. J'étais focalisée sur en même temps la séance qui va arriver sur les tickets restaurants avec une urgence. Bon, Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Madame l'oratrice Valérie Rossi, sur le Mercosur, je voudrais compléter un peu ma réponse. D'abord, quand on importe du bœuf, on n'importe pas tout le bœuf, on importe les meilleurs morceaux. Donc il faut rapporter le tonnage importé à la nature des parties du bœuf qui viendront directement concurrencer nos marchés. Par ailleurs, il y a un effet cumulatif. Il y a déjà d'autres pays qui importent chez nous du bœuf. Donc le tonnage brésilien, le tonnage du Mercosur s'ajoutera aux importations qui viennent déjà concurrencer nos marchés. On ne peut pas admettre que l'agriculture soit la variable d'ajustement et que, en agriculture, dans les accords de libre-échange, ce soit toujours l'élevage, toujours la viande qui soit au premier chef concerné. C'est le bœuf, c'est la volaille, c'est l'agneau, et chaque fois, on cumule des concurrences déloyales. Enfin, quelle est l'utilité du débat 50-1 ? Imaginez que nous obtenions sur ce débat l'unanimité. L'ensemble de la représentation nationale se dresse contre cet accord. Ça a du poids politique, ça a du sens politique. Donc je crois véritablement qu'il faut mener ce combat, même s'il est compliqué. Merci. Et sur les contrôles, j'y reviendrai lors d'une autre question.
Oui, voilà, je vous propose, voilà, à la fin des interventions de groupe, de revenir sur un certain nombre de compléments. Excusez-moi, j'ai lâché un tout petit temps, j'ai laissé un temps un tout petit peu plus important, parce on a par ailleurs, je vous le dis, on a en fait en séance, dans très peu de temps, la PPL sur les tickets restaurants. Bon, voilà, il faut que j'arrive à ajuster les deux, puisque ça concerne aussi notre commission des affaires économiques. Pour le groupe des Républicains, monsieur Julien Dive. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je n'ai pas bougé d'un iota sur ma position concernant la loi d'orientation et d'avenir agricole, où j'expliquais que le monde agricole, et je suis convaincu encore aujourd'hui, avait besoin d'une loi de programmation qui prend le large et qui donne une perspective réelle à l'ensemble de la profession. Et nous étions ensemble à batailler à l'époque pour améliorer ce texte et à faire en sorte que finalement un tien vaille mieux que deux tu l'auras, de manière à avoir une première étape de réponse pour le monde agricole. Et j'entends vos propos et votre position, et je constate aussi toutes les initiatives parlementaires qu'il y a à côté, de manière à pouvoir répondre le plus largement possible aux perspectives nécessaires pour l'agriculture. Et j'en suis fort heureux, mais il faudra que nous soyons mobilisés toutes et tous sur ces questions-là, parce que parmi les revendications, la centaine de revendications qui étaient menées par la profession, mobilisées depuis 1 an, et qui tiennent aujourd'hui, il y a ce besoin de perspective. Et dans ces revendications, il y en a une plus que d'autres, et c'est l'objet de ma question sur laquelle je vais me concentrer, c'est le sujet des retraites. Vous avez voté, comme bon nombre de parlementaires ici, à l'unanimité la loi en 2022 et 2023 sur les retraites agricoles, permettant d'avoir justement un dispositif qui réforme et qui passe d'un mode de calcul aux 25 meilleures années contre l'ensemble de la carrière. Et à l'époque, le débat était de savoir comment la MSA le mettrait en place au 1er janvier 2026. Et nous avions fait les dispositions pour que ce soit le cas. Il restait à ce que ce soit un PLFSS qui le prenne en charge, de manière à pouvoir intégrer le mécanisme et permettre à la MSA d'appuyer quelque part sur le bouton en 2026 et le rendre opérationnel. Après des soubresauts de la part de l'administration, on a pu aussi constater que parfois le politique, même s'il décidait à l'unanimité des deux chambres, il se faisait encore dépasser. Et nous étions ensemble, encore une fois, à déposer un amendement sur le PLFSS 2025 pour faire en sorte que justement cette correction soit opérée et que ce soit bien au 1er janvier 2026 que cette mesure soit prise. C'était l'article 2022 du PLFSS. Malheureusement, nous ne sommes pas allés si loin lors des débats en séance publique. Et j'ai entendu votre propos tout à l'heure nous disant « je compte sur vous ». Moi, j'ai envie de vous dire, je compte sur vous, Madame la Ministre, pour convaincre, les sénateurs de faire le nécessaire pour que le même type d'amendement soit bien sûr pris en compte dans le PLFSS, et quelle que soit la destinée, finalement, du PLFSS et de son adoption, je compte sur vous pour aussi faire en sorte que cet engagement soit bien pris à la fin des fins dans le budget de la Sécurité sociale pour l'année 2025. Je vous remercie, Monsieur Dive. Madame la Ministre. Merci, Monsieur Dive, Monsieur l'orateur du groupe DR. Alors, tout d'abord, je salue votre engagement sur ce texte. Vous y êtes attaché et je me souviens très bien lorsque vous l'avez défendu à l'Assemblée. Et cette réforme, elle est attendue de longue date. Elle était vécue comme son absence était vécue comme une injustice profonde. Donc, les 25 meilleures années seront prises en compte. Et je me souviens aussi que quand cette loi a été votée en 2024, la MSA nous avait demandé 2 années supplémentaires parce qu'il lui fallait 2 années pour mettre en œuvre. Donc, quand on a vu le risque que, éventuellement, ça soit mis en œuvre en 2028 avec une rétroactivité, nous avons dit non. Et j'ai dit non. Nous avons dit non comme député et j'ai dit non comme ministre. Et j'ai reçu la MSA et j'ai redit à la MSA, son président, qu'il était exclu que ça ne soit pas mis en œuvre au 1er janvier 2026. Ce sera fait. Donc, nous devons ajuster avec le Sénat les choses pour qu'on soit bien en concomitance, mais vous pouvez compter sur moi comme je sais pouvoir compter sur vous. Merci, Madame la Ministre. Pour le groupe écologiste et social, Monsieur Benoît Biteau. Bonjour Madame la Ministre. Merci de vous prêter à l'exercice de cette audition dans cette période extrêmement délicate. Moi, j'ai envie d'essayer de revenir aux fondamentaux et rappeler que si les agriculteurs aujourd'hui sont au bord des routes et se rappellent à notre mémoire, c'est qu'ils sont en grave difficulté de revenus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue ce qui les amène dans cette grande détresse, dans cette grande souffrance, à interpeller les élus que nous sommes dans cette période-là. Et je pense qu'il faut qu'on écarte un certain nombre de biais pour essayer de répondre efficacement à leurs difficultés.
D'abord, cesser d'opposer écologie et économie. On voit bien aujourd'hui que ceux qui avancent vers davantage d'écologie trouvent aussi des réponses économiques. On voit, et les études le montrent, et député européen que j'étais il y a encore quelques mois, on a la Commission européenne qui nous éclaire sur ce qui menace la productivité de la ferme Europe, et donc de ce qui menace le revenu des agriculteurs. C'est l'effondrement de la biodiversité, c'est le dérèglement climatique, et c'est ça la principale menace, et c'est à ça qu'il va falloir qu'on s'attaque si on veut être au rendez-vous de l'histoire d'un sujet qui nous intéresse tous, qui est la souveraineté alimentaire. Parce que la souveraineté alimentaire, c'est bien sûr l'alimentation de toutes et tous, mais c'est aussi la garantie d'un revenu digne et décent pour les agriculteurs. Sauf que cette souveraineté alimentaire, aujourd'hui, je le répète, sa principale menace est autour du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Il y a des sujets autour de cette problématique écologie-économie qui me tiennent à cœur, et notamment le sujet des zones humides. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir négliger le rôle que jouent les zones humides, sauf qu'on assiste, et on l'a vu en Espagne, mais on l'a vu en France à Givors, à des inondations sans précédent sur fond de dérèglement climatique. Mais ce ne sont pas des catastrophes naturelles, ce sont des catastrophes anthropiques liées bien sûr au dérèglement climatique, mais également à des aménagements du territoire où l'agriculture joue un rôle qui n'ont pas été à la hauteur et qui font qu'on a des inondations d'un côté quand la météo s'agite, mais on a aussi des phénomènes de sécheresse parce qu'on a effacé ces zones humides qui sont pourtant des territoires absolument stratégiques. Sur l'eau encore, j'entends que vous vouliez accorder l'accès à l'eau au plus grand nombre, sauf qu'aujourd'hui, seulement 6% des agriculteurs ont accès à l'eau. Donc attention à ne pas imaginer des solutions qui ne concernent qu'une faible frange du monde agricole. Attention à ce que le plus grand nombre y soit associé. Et le dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est le sujet de la santé. Il y a un lien évident entre notre alimentation et la santé, mais aussi la qualité de l'eau, la qualité de l'air, où l'agriculture joue un rôle important. Et donc, nous devons accompagner une agriculture qui préserve notre santé. Merci, monsieur Vito. Et je voulais juste faire appel à votre vigilance sur l'appel de l'Orient, l'appel de l'Orient qui vise à soutenir l'agriculture biologique dont on aura besoin pour relever tous ces défis. Merci, Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur l'orateur de groupe, merci pour vos propos. Moi, je ne veux pas opposer écologie et économie. Moi, je veux un juste équilibre entre les deux. Et je vais vous dire une chose. Vous parlez de biodiversité, de souveraineté alimentaire. Ça passe évidemment par la diversité des cultures et leur pérennité. Lorsque les producteurs d'endives ou de chicorée ou de noisettes ou de noix viennent me voir et me disent on est menacé soit parce que le marché, les productions sont en quantité insuffisante, soit parce que les agresseurs ne peuvent pas être combattus, soit parce que pour tout un tas de raisons, ça aussi ça menace la biodiversité. La diversité, la pérennité des cultures, c'est la grandeur et la richesse de l'agriculture française. Toutes ces petites cultures aujourd'hui qui sont menacées, elles contribuent à la biodiversité agricole. Enfin, sur les zones humides, je ne peux qu'être d'accord avec vous, c'est extrêmement important, très important. C'est très important. Et le classement Ramsar y pourvoit, pour autant qu'on ne classe pas en Ramsar l'ensemble des parcelles. Vous savez qu'il y a un débat sur ce sujet. Les agriculteurs qui ont accepté des classements Ramsar se voient affectés du classement de l'ensemble du parcellaire, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Enfin, merci, Madame la Ministre. Je suis désolée, je pense qu'on va... Je voulais parler de l'agriculture biologique et de l'accès à l'eau, mais j'y reviendrai. Voilà, n'hésitez pas à y revenir. Je vais faire une petite liste des sujets. À la fin des orateurs, des oratrices de groupe. Avant de passer la parole à Monsieur Pascal Lecamp pour le groupe démocrate, j'en profite pour remercier Madame Battistel et Monsieur Lecamp qui vont me suppléer au banc et ça expliquera aussi, je crois, à un moment leur départ pour la séance sur la proposition de loi ticket restaurant. Pour le groupe démocrate, Monsieur Pascal Lecamp. Voilà, pardon. On remet à zéro.
Merci pour cette excuse anticipée. Madame la ministre, chers collègues, tout d'abord, je veux prendre un moment pour témoigner ma solidarité complète et totale avec le mouvement agricole. Il était inévitable. En janvier, beaucoup d'entre nous sommes allés sur les barrages pour échanger avec les agriculteurs. Nous sommes également allés dans les fermes. En février, nous étions au SIA. Il y avait des promesses sur la table, quelques avancées rapides d'ordre administratif qui ressortaient des propositions préfectorales et des textes ambitieux pour l'installation, pour le revenu, pour le foncier. Déjà, à ce moment-là, on avait conscience que la tâche était immense, mais la situation des agriculteurs nous ordonnait de travailler vite. On s'y est attelé avec votre prédécesseur, Madame la ministre, Marc Fesneau, en commençant par la LOA. Mais en juin, tout s'est arrêté. Ni nous, ni le gouvernement n'avons pu y faire grand-chose, mais la vérité est là. Nous sommes aujourd'hui en novembre et nous n'avons ni adopté la LOA, ni de texte sur le revenu. Cerise sur le gâteau, la Commission européenne pousse maintenant l'adoption du Mercosur, sa présidente en tête, dont je pensais que le Conseil des ministres du 22 mai 2018 avait gravé dans le marbre le caractère mixte de cet accord et un volet commercial totalement indissociable. La feuille de route, nous la connaissons. LOA, évaluation et correction des GaLim, préparation de la prochaine PAC 2028-2032. Il est grand temps d'avancer. Je sais, Madame la Ministre, que vous partagez ce sentiment. Alors, je souhaitais revenir sur quelques points particuliers. Avec le Premier ministre, vous avez récemment mis en place le contrôle agricole unique et je vous en félicite. On ne peut que saluer quand on connaît la suradministration du secteur. J'ai cependant un point d'alerte très fort. En amont de ce contrôle, les agriculteurs reçoivent plus de 2 pages de liste de documents à transmettre par mail. Et j'ai la preuve ici, je vous le remettrai à la fin. 2 pages. J'ai ici le document demandé à un agriculteur de la Vienne que j'ai rencontré lundi soir sur un feu de la colère où j'étais à leur côté. Ce document, c'est franchement édifiant de l'écart entre le politique et l'administration. Ensuite, les sénateurs Duplon et Ménonville ont proposé dans leur rapport budgétaire d'intégrer les GDS aux chambres d'agriculture. Madame la ministre, que pensez-vous de cette question? J'ai les retours sur mon territoire ovin. À première vue, elle me paraît assez dangereuse, au risque des chambres de devenir juges et parties. Par ailleurs, il faut qu'on entame une réflexion sur la possible réouverture automatique du droit à l'erreur suite à la publication tardive des instructions techniques PAC. On a chaque année des agriculteurs pénalisés injustement. Ça fait aussi partie des ferments de la colère. Je voudrais enfin vous remercier pour vos mots sur l'accès à l'eau dans le cadre de la gestion raisonnée, d'une gestion raisonnée et la pérennisation du fonds hydraulique lancé l'an passé, dont près d'un quart de l'enveloppe a bénéficié à mon département dans vos annonces de la semaine dernière. Je vous remercie. Merci, Monsieur Le Camp. Madame la ministre. Merci. Sur EGalim, vous savez qu'on va devoir légiférer avant le mois d'avril. Et je sais que votre commission est en train de préparer un rapport qui constituera naturellement un point d'appui à la réflexion. Sur le contrôle administratif unique, je suis preneur de ces 2 pages. Sur la fusion du GDS avec les chambres d'agriculture, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est une question qui viendra certainement dans les assises du sanitaire. Sur l'accès à l'eau, très important, et je réponds en même temps à M. Biteau, dans les 48 projets que j'ai labellisés, il y en a un qui concerne 180 agriculteurs. Donc vous voyez, on a un des critères, c'est le caractère collectif du projet d'accès à l'eau. Voilà, je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Pour le groupe Horizon, Monsieur Thierry Benoît. Merci, Madame la Présidente. Madame la ministre, je voudrais concentrer mon propos sur l'application sur le terrain des directives européennes. Et je vais m'appuyer sur un cas d'école dans la circonscription dont je suis représentant, le secteur des polders du Mont-Saint-Michel et du Marais de Dole. Et je voudrais aborder l'application des bonnes conditions agricoles et environnementales, ce qu'on appelle plus communément les BCAE, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et j'en passe, les unes pour les rotations des cultures, les autres pour les zones humides et les tourbières. Enfin, tout ça est d'un compliqué. Sur la mise en œuvre pratique, ça exige des conditions qui sont quand même très difficiles pour les agriculteurs. Dans le même temps, vous avez les directives nitrates qui s'appliquent aussi, avec des questions de taux d'argile, avec des dérogations possibles, mais qu'on n'accorde pas tout le temps. Moi, j'ai une proposition à faire, Madame la Ministre, pour vous laisser du temps dans votre réponse. Elle est de cet ordre. Première proposition, pour réconcilier agriculture, alimentation et environnement, est-ce que vous n'avez pas intérêt à proposer
de mettre sous la même autorité les DRAF et les DREAL. Alors, pas l'aménagement et le logement, mais les DRAF et l'environnement, de façon à ce que tous ces services soient sous la même autorité. Ensuite, dans le prolongement de ce qu'a voulu le gouvernement Attal et votre prédécesseur Marc Fesneau, vous vous êtes attelé à mettre en place le contrôle unique. Et vous avez raison, je vous en félicite. Proposition, si vous voulez être une ministre ambitieuse et audacieuse surtout, ce serait de fusionner les corps de contrôle de l'Agence des services de paiement, des DTT, des services régionaux de l'alimentation qui s'occupent des COFITO et des DDPP. Tout ça viserait à de l'efficacité et à une véritable simplification. Voilà, Madame la Ministre, donc regroupement DREAL, DRAF et fusion des corps de contrôle. Je vous remercie, Monsieur Thierry Benoît. Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur l'orateur Thierry Benoît. Je sais que vous connaissez parfaitement tous ces sujets. Et sur la dernière question, ce que je vous propose, c'est que nous nous rencontrions et que vous puissiez nous exposer à mes services, à mon cabinet, la proposition que vous faites. En tout état de cause, nous voulons aller vers la simplification. Et là, il faut en effet de l'audace. Je crois qu'il faut de l'audace. Il faut bousculer les choses. C'est le contrôle administratif unique, ça n'allait pas de soi, hein. On en parlait depuis plusieurs mois et personne ne l'avait mis en œuvre. Mais il faut vraiment, là, un élan, une impulsion, et j'y suis résolue. Sur la directive nitrate, franchement, le PAN 7 et le PAR 7, personne n'y comprend rien. Alors, l'application française d'une directive européenne aussi importante que la directive nitrate, à laquelle personne ne comprend rien, à commencer par les principaux intéressés, on voit bien le problème que ça peut susciter. La démarche qui a été initiée en Bretagne, votre région, monsieur le député, a vocation à être dupliquée dans les autres régions, et nous avons entamé ce travail avec l'ensemble des présidents des préfets de région. Les préfets sont une autorité incontournable en matière agricole. Je vous remercie. Pour le groupe GDR, Monsieur André Chassaigne. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous avez au début de votre propos fait le constat de la perte de sens. Ça veut donc dire que vous voulez donner du sens à notre politique agricole. Je pense qu'on donnait du sens à la politique agricole, ce n'est pas seulement le bon sens français, le bon sens populaire qui permettra d'apporter des solutions. Parce que derrière tout ça, le sens profond, avant tout, et je le dis avec mes mots, qui peuvent paraître, ça peut paraître brutal, mais c'est le fanatisme libéral de la politique agricole commune. Je ne vois pas comment on peut redonner du sens si on ne s'attaque pas au fondement même de la politique agricole commune. C'est ça qu'il faut bien prendre en main. Et on le voit bien avec les traités de libre-échange, les accords de libre-échange. Bon, globalement, je suis contre les accords de libre-échange, mais le pire, c'est que la monnaie d'échange, c'est l'agriculture. Je l'ai fait dire il y a quelques années, en commission des affaires européennes de notre Assemblée, à un commissaire européen qui a reconnu que pour vendre des bagnoles, pour vendre des services, il fallait qu'on ait des contreparties. Les contreparties, c'est l'agriculture. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'année après année, on voit bien que la consommation alimentaire petit à petit décline en termes d'autoconsommation et que notre production s'affaiblit avec les bovins par exemple, mais c'est les ovins qui ont été les premiers, les fruits et légumes, on le sait depuis longtemps. Et tant qu'on ne remettra pas en cause ces fondements-là, on n'y arrivera pas. Tout ça, ça sera du baratin. Ça sera du baratin. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de mettre en œuvre une nouvelle politique agricole. Je suis favorable à la politique agricole commune. Et on parle de la conférence de Stresa qui date de 1958. Cette conférence de Stresa, elle avait donné les orientations pour les objectifs d'une politique agricole alimentaire commune avec un cadre protecteur pour l'agriculture européenne. Il faut que la France ait le volontarisme politique de demander à l'Union européenne de faire une conférence où on pose les problèmes sur les orientations de notre politique agricole commune. Si on ne le fait pas, ça ne marchera pas. Et pour ne pas être trop long, il y a aussi les plans stratégiques nationaux qui aujourd'hui sont complètement décalés. Ils l'étaient déjà dans leur contenu. Ils sont conservateurs. C'est du saupoudrage. Mais en plus de ça, avec les dernières mesures qui ont été prises, ça n'a plus de sens. Et je ne vois pas si on peut encore parler d'une agriculture durable avec les évolutions qu'il y a au niveau de l'Union européenne. Donc le sens, vous voyez, ça va dans différentes directions. Mais je pense que le sens profond, il ne faut pas l'oublier.
Merci, Monsieur Chassaigne. Madame la ministre, à propos de la politique agricole commune notamment. D'abord, vous évoquez le fanatisme libéral de l'UE. J'utiliserai peut-être pas les mêmes mots que vous, mais on voit les choses évoluer de façon intéressante, monsieur le député Chassaigne. Vous voyez, Christiane Lambert, qui a été en responsabilité d'un grand syndicat, disait quand j'ai commencé à parler de souveraineté alimentaire, on me regardait à l'Union européenne avec des gros yeux, parce que c'était vécu en quelque sorte comme une atteinte à la libre concurrence qui a été pendant longtemps la religion de l'Union européenne. Et aujourd'hui, quand on parle de souveraineté alimentaire, européenne ou française, ça veut dire qu'on admet une forme d'entrave à ce libéralisme qui nous met en fragilité. Donc ça, c'est une évolution importante de pouvoir affirmer qu'un des objectifs de la politique agricole commune soit la défense de notre souveraineté. Donc ça, c'est un point très important. Et dans la discussion de la nouvelle PAC, il faudra poser ces questions sous la forme d'une conférence, comme vous le suggérez, ou autre. Merci beaucoup. Merci, Madame la ministre. Vous savez aussi qu'il y a des demandes récurrentes à ce que nous puissions débattre à l'Assemblée nationale, notamment des réformes de la PAC et des plans stratégiques nationaux, qui sont quand même un volet extrêmement important, puisque les marges de manœuvre des États membres sont de plus en plus aussi importantes dans le cadre de cette politique agricole commune, comme ça a été souligné par Monsieur Chassaigne, entre autres. Pour le groupe UDR, Monsieur Charles Aloncle. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, merci de vous prêter à cette audition à un moment crucial pour tout le secteur agricole. Alors moi aussi, comme d'autres députés, j'étais dans la rue lundi à Montpellier auprès de nos agriculteurs et c'est pas une surprise, ils m'ont tous fait part de leurs craintes à propos du Mercosur. Car cet accord est symbolique. Cet accord, au fond, c'est le symbole de notre naïveté. C'est la naïveté de notre pays, la France, qui accepte le 2 poids 2 mesures de la Commission européenne. D'une main, la Commission impose des normes absurdes à nos agriculteurs, quand de l'autre, elle importe d'outre-Atlantique des produits qui ne les respectent pas. Et c'est factuel, l'Autorité européenne de sécurité des aliments reconnaît elle-même que 12% des produits que nous importons aujourd'hui du Brésil contiennent des traces de pesticides interdits dans l'Union européenne. Cet accord, c'est aussi le symbole de la naïveté de vos nouveaux alliés, les macronistes. Ils nous expliquaient, sûrs de leur talent, qu'avec Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné et tous ces cadors de la diplomatie, la France serait de retour. Que notre voix serait incontournable en Europe, mais honnêtement, quel camouflet. Comment pouvons-nous tolérer que l'accord soit scindé en deux, de sorte que le volet commercial puisse être adopté contre la volonté de la France ? Alors, Madame la Ministre, moi j'aimerais sincèrement vous voir réussir à convaincre nos homologues de bloquer cet accord ou à minima d'imposer des clauses miroirs. Mais à plus long terme, cela implique des réformes structurelles. Car le Mercosur n'est que le symptôme révélateur de la perte de compétitivité de notre agriculture. Nous sommes passés en quelques années, vous le savez, d'une économie de production à une économie de consommation. Notre dépendance, année après année, ne cesse de croître. Sur les 12 dernières années, notre excédent commercial a fondu. Il est passé de 11,9 milliards d'euros à 5,3 milliards. Un rapport sénatorial signale que 70% de la perte de part de marché agricole résulte directement de la dégradation de notre compétitivité. Alors, Madame la Ministre, pour retrouver notre compétitivité, vous le savez, il n'y a pas 36 solutions. Ça passe par des allègements du coût du travail, de notre fiscalité de production, des normes, des exigences environnementales étouffantes. C'est par ces leviers, combinés à des gains de productivité, que nos agriculteurs retrouveront enfin à nouveau le chemin de l'exportation. Alors, Madame la Ministre, j'en finirai là, ma question est la suivante. Quelles mesures concrètes comptez-vous annoncer rapidement pour réactiver ces leviers de compétitivité ? Je vous remercie. Merci, Monsieur Aloncle. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur l'orateur de groupe, sur le Mercosur, vous avez raison d'évoquer les distorsions en matière d'utilisation de produits. Vous voyez, sur 427 substances actives autorisées au Brésil, il y en a 145 qui sont interdites en Europe. Les limites maximales de résidus sont 6 fois supérieures. 145 molécules de base sont autorisées en agriculture biologique au Brésil,
contre 60 en Europe. Donc il y a un énorme problème de distorsion, Monsieur Aloncle, sur ce qui est autorisé dans les pays du Mercosur qui, si cet accord était adopté, viendrait chez nous. Sur la question de la compétitivité, d'abord, il faut baisser les charges. Et ça, dans le PLF 2025, il y a des baisses de charges en agriculture. Deuxièmement, il faut de la simplification, parce que la simplification peut donner un gain de compétitivité. Et enfin, il faut pouvoir augmenter les rendements. C'est ce qui conditionne aussi le revenu des agriculteurs. Et là, c'est toute la question que nous devons avoir sur le traitement des productions, une question que nous évoquons dans le comité des solutions que j'ai évoqué tout à l'heure. Je vous remercie, Madame la Ministre. Alors, nous arrivons maintenant à un temps qui vous... Voilà, si vous le souhaitez, de réponses complémentaires. Moi, j'en profite aussi pour reposer la question des vaccins au sérotype numéro 8. L'accès, c'est-à-dire puisqu'on ne le produit pas en France, comment fait-on? Oui, voilà. bien sûr. Sur aussi le budget, c'est-à-dire en fait par rapport à la copie initiale du gouvernement, et sachant aussi ce que nous avons voté ici en commission, je rappelle que nous avons décidé, y compris avec l'avis à certains moments de l'avis. En s'appuyant sur l'avis de monsieur le rapporteur, par exemple sur le plan protéines, si je ne me trompe pas, fruits et légumes, voilà, entre autres, voilà. Mais en tout cas, il nous semblait qu'il y avait certains budgets qui avaient besoin d'être confortés, en tout cas pas trop en forte baisse. Bon, et donc voilà, quelles sont en tout cas vos positions par rapport à cette prévision initiale du gouvernement? Également, je crois, certaines interventions sont revenues sur les aides aux trésoreries et les limites des prêts garantis qui devront bien être remboursés à un moment donné. Et puis aussi sur la question des dates de décaissement. Je me permets aussi de reposer la question parce qu'il se trouve que j'ai vu les jeunes agriculteurs cet après-midi qui sont inquiets sur ces dates de décaissement, en réalité, des plans qui sont annoncés. Voilà. Et puis un certain nombre d'autres questions qui ont été posées. Je redis aux oratrices, orateurs de groupe qui peuvent tout à fait s'inscrire. Je vous mettrai... Ah oui, alors Pascal, tu dois partir dans une demi-heure, mais je te mettrai en premier lieu, si vous le voulez bien, dans les questions individuelles, puisqu'il doit me suppléer ensuite en hémicycle. Voilà. Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Sur la question du budget, je voudrais dire que le budget 2024, et vous le savez, pour ceux d'entre vous qui étiez députés, le budget 2024, il est atypique dans sa croissance, puisqu'il a cru de 1,3 milliard. 1,3 milliard. Donc, si on veut comparer ce qui est comparable, il faut aussi regarder un peu la trajectoire 2023, 2024, 2025. Donc, on est revenu à un budget qui demeure supérieur à celui de 2023. Ce budget de 2024, qui était supérieur de plus d'1 milliard, 1 milliard qui était affecté essentiellement à la transition écologique, n'a pas trouvé complètement son affectation, il faut le dire. Et donc... on est aujourd'hui dans un exercice contraint, vous le savez, et par conséquent, nous n'avons pas pu reconduire le budget dans l'architecture qui était la sienne en 2024, mais un budget qui est quand même en hausse par rapport à 2023 et qui permettra de faire beaucoup de choses, on y reviendra. Sur les vaccins contre la FCO8, alors là, la situation révèle une vraie difficulté de souveraineté sanitaire. On est dépendant de laboratoires, il y en a très peu, et il y en a 2 en Espagne, il y en a 1 en France, et on est dépendant de leur capacité à produire. Par exemple, sur la FCO8 MHE, le laboratoire français nous a dit, nous, on ne peut pas produire avant le mois de juin. C'est comme ça, parce que toutes les chaînes de production sont occupées à la confection d'autres vaccins. Donc ça, c'est une question qu'il nous faut impérativement aborder aux assises du sanitaire qui auront lieu dès le mois de janvier, parce que ce n'est pas possible de rester en risque comme ça. Sur la limite des prêts, je suis d'accord avec vous. Sédimenter des prêts, il y a évidemment une limite et c'est pour ça que dans les critères d'attribution des prêts, il y aura déjà l'examen de la situation bancaire du demandeur de prêt pour ne pas le mettre en risque et en fragilité. L'essentiel des PGE ont été demandés par la viticulture.
le PGE Covid a dû être suivi d'un PGE sorti du Covid. Alors, c'est vrai que dans cette perspective-là, il faut des prêts de consolidation, presque de restructuration. C'est une évidence. Mais c'est quand même des dispositifs que nous ont demandé les agriculteurs. Moi, je n'ai pas sorti du chapeau des prêts comme ça, ex nihilo. C'est clairement une demande qui nous a été faite par les organisations professionnelles. J'ai répondu à leurs demandes. Enfin, sur les dates de décaissement, vous avez raison de poser cette question. On a commencé à décaisser les indemnisations des élevages, des surmortalités d'élevage. C'est en route, n'est-ce pas? Le guichet est ouvert depuis lundi. Depuis lundi. Sur l'indemnisation des surmortalités ovines et bovines. Sur le décaissement des prêts, j'ai demandé à mes services vous savez, on a capé le dispositif vendredi dernier. Ça a été un travail extrêmement serré qui a été conduit par les membres de mon cabinet, avec les banques, la BPI et Bercy. On a signé vendredi et je veux qu'on puisse décaisser le premier type de prêt avant la fin de l'année. C'est-à-dire le prêt conjoncturel, le prêt de 50 000 euros. Et le prêt de 200 000 euros, je veux qu'on puisse le décaisser dès le mois de janvier. Ce sont des délais hors normes, je vous assure. Pouvoir y aller en 15 jours, commencer à décaisser, ouvrir d'abord l'appel à projet, et puis décaisser avant la fin du mois de décembre, c'est vraiment des délais qui sont extrêmement rapides. Est-ce que j'ai répondu à vos questions, Madame la Présidente? Je crois. Il me semble. Alors j'espère qu'il n'y a pas de frustration, mais de toute façon, vous pouvez tout à fait poser une question individuelle dans ce cas-là. Alors merci beaucoup, Madame la Ministre. Et je vous propose maintenant de passer aux interventions individuelles. Alors vous connaissez la règle, hein, c'est un exercice assez difficile, c'est-à-dire c'est 1 minute, 1 minute. Voilà. Donc je commence exceptionnellement par Monsieur le vice-président Pascal Lecamp, puisqu'il doit ensuite partir en séance me suppléer. Voilà, merci. Monsieur Lecamp. Merci, Madame la Présidente. C'est une question toute courte qui est relative à ce que vous venez de dire, Madame la Ministre. Pour le prêt à 1,75% garanti par l'État, vous avez discuté la semaine dernière, et je ne connais pas le contenu des discussions, mais vous avez rencontré M. Dufour, je suppose, pour la BPI. Et est-ce que vous avez la garantie de la dotation complémentaire pour BPI France sur la ligne 134 qui, dans la version initiale du budget, est à 0 ? Donc finalement, c'est une réduction de leur capacité de crédit et leur incapacité. C'est l'ancien commissaire aux finances en charge du... J'étais rapporteur spécial du budget de l'agriculture, donc j'ai un bon souvenir des lignes. Si on ne met pas un peu d'argent sur cette ligne 134, BPI France ne peut pas faire de garantie. Et donc, ils ne peuvent pas actionner le système que vous mettez en place. Donc, est-ce que dans le budget 2025, on a une garantie d'une augmentation de cette ligne-là? C'est très court comme question, très concret. Merci, Monsieur Lecamp. Madame la Ministre. Oui, je vous confirme que cette prise en charge sera effective sur notre budget. Merci à vous pour cette rapidité de réponse. Monsieur Christophe Barthès. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'aurais 3 questions. Parmi les causes de fragilité économique des abattoirs figure aujourd'hui la situation des coproduits, aussi appelés 5e quartier, en raison notamment d'un resserrement des marchés asiatiques et d'un prix de rachat par les entreprises d'équarrissage très inférieur à celui qui avait cours par le passé. Pourtant, le 5e quartier est l'un des derniers moyens pour les abattoirs de dégager une petite marge nécessaire à leur survie. Ainsi, quelle action le gouvernement compte-t-il mettre en œuvre pour améliorer la situation économique de cette filière et favoriser le 5e quartier ? Ensuite, plusieurs chambres d'agriculture ont pris fait et cause pour le maintien d'abattoirs dans les territoires, comme la chambre d'agriculture du Lot pour l'abattoir de Saint-Céré ou celle du Lot-et-Garonne pour celui de Villeneuve-sur-Lot. Pourriez-vous nous dire quel appui, notamment financier, l'État peut apporter dans ce cadre afin que le maillage territorial dû aux abattoirs reste plus vivace possible et proche des éleveurs? Et enfin, plusieurs acteurs estiment que l'abattage à la ferme n'est pas une bonne solution car coûteuse et difficile à mettre en œuvre. D'autres l'envisageraient seulement pour les abattages d'urgence. Merci, quelle serait votre position sur ce sujet? Je vous remercie. Merci, Monsieur Barthès. Madame la Ministre, en 1 minute. Oui, donc la question des abattoirs, elle est capitale. Et en même temps, la décapitalisation en élevage des animaux de boucherie, l'augmentation des coûts de production a mis en fragilité un certain nombre d'abattoirs. On pense à Blancafort, par exemple, mais il n'est pas le seul.
Donc l'abattoir, c'est un outil de valorisation du travail des éleveurs qui est absolument fondamental. Mon ministère a engagé des démarches pour préserver un maillage territorial, d'une part, et pour garantir la pérennité de nos filières d'élevage. Et c'est le cas avec la stratégie abattoir qui a été lancée en 2023. Donc je veux améliorer les synergies entre les différents services de l'État et au bénéfice de l'accompagnement des abattoirs, dans le cadre du plan de relance qui a été lancé dès 2021 et qu'il faut poursuivre. Donc, le plan de souveraineté de l'élevage est assorti d'un fonds de garantie de 50 millions d'euros mobilisable pendant 5 ans pour soutenir les abattoirs identifiés comme stratégiques ou pour un territoire ou pour une filière. Merci Madame la Ministre. Monsieur Éric Bothorel. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues, depuis plusieurs semaines se multiplient les enquêtes comme celle du youtubeur 1000 grammes autour de la géobiologie, ces pratiques ésotériques qui prétendent rééquilibrer les énergies sans fondement scientifique établi. La géobiologie infiltre de nombreuses chambres d'agriculture qui, pour certaines, salarient des géobiologues et ou proposent des formations en géobiologie, possiblement éligibles au crédit d'impôt. Les géobiologues semblent même régulièrement missionnés par des chambres pour déterminer les positions d'éoliennes, moyennant quelques milliers d'euros. C'est des gens qui vont sur le terrain, qui voient des petites forces, des gnomes, des trolls. Et vous ne pouvez pas les voir, parce que bien évidemment, vous n'êtes pas géobiologue. Madame la Ministre, les chambres d'agriculture sont des établissements publics financés par l'argent public. À ce titre, il apparaît que s'il apparaît que l'État finance la géobiologie, cela appellerait à la plus grande attention, qui plus est dans un contexte d'économie budgétaire. Au-delà, un rapport du ministère de l'Agriculture de décembre 2023 interroge quant à la position du ministère en soulignant la rigueur dont feraient preuve les géobiologues professionnels. Par conséquent, pouvez-vous nous préciser la position de votre ministère sur la géobiologie et nous indiquer les mesures prises pour que l'argent public ne finance pas ces pratiques ésotériques? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Merci. Je voulais dire à Monsieur Barthès que sur la question des coproduits, on vous fera une réponse par écrit pour qu'elle soit précise. Monsieur le député Éric Bothorel, alors je vous avoue que je n'étais pas très sachante sur la géobiologie, mais je me suis renseignée. Donc, ce qui est vrai, c'est que les courants électriques parasites sont... les animaux, ils sont sensibles. Ça semble être une réalité. Mais concernant la géobiologie, les géobiologues se définissent comme des spécialistes des relations de l'environnement, des constructions et du mode de vie avec le vivant. Ils s'appuient sur des connaissances techniques, électricité, observation des animaux, psychologie de l'éleveur, donc toutes choses un peu, comment dirais-je, empiriques. Et des principes ésotériques, baguettes, courant tellurique. Donc, la Confédération nationale de géobiologie compte 210 personnes inscrites dans son annuaire officiel, dont des agents de chambre d'agriculture. Il faut le dire quand même, il faut le préciser. La ministre. Oui. Je suis désolée. Oui, j'ai terminé. Donc, les perspectives, c'est de développer des travaux de recherche avec l'INRAE, le CNRS, le CEA sur le sujet. Mais les chambres d'agriculture se sont saisies de la question et sont vigilantes quant à son application sur le terrain. Merci. Monsieur Laurent Alexandre. Ah oui, pardon. Madame la ministre, les agriculteurs crient encore leur détresse de ne pas vivre dignement de leur travail. Un agriculteur sur 5 gagne moins de 6 100 euros par an. C'est 10 000 emplois agricoles de moins par an. En Aveyron, l'élevage de qualité façonne l'économie et les paysages. Il ne peut pas être en compétition avec les bœufs aux hormones détaxées. Entre un modèle d'agriculture familiale rémunérateur et l'accord destructeur de l'Union européenne Mercosur, il faut choisir. Pour l'instant, la proposition de résolution proposée par mon groupe LFI-NFP a été écartée. Macronistes et LR seraient prêts à soutenir cet accord en cas de clauses miroirs qui sont pourtant totalement inefficaces. Le RN a voté contre le rejet de cet accord au Parlement européen en 2020. Collègues de tout rang politique, rejetons ensemble l'accord UE-Mercosur et mettons en place un protectionnisme solidaire. Madame la ministre, que comptez-vous faire pour défendre nos paysans et empêcher la Commission européenne de nous tordre le bras? Merci. Merci, Monsieur Alexandre. Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Oui, il faut défendre la singularité et la force de l'élevage français, qui est un élevage familial. Je viens d'une région d'élevage et je peux vous dire que c'est ce modèle-là qu'il nous faut continuer de promouvoir.
Sur la résolution, nous l'avons écartée. Peut-être certains l'ont-ils écartée. Je dis on, non, je n'étais pas de ceux qui l'ont écartée. En revanche, nous avons promu l'idée d'un débat parce que je crois qu'il sera utile et vous pourrez y faire valoir les éléments qui sont dans votre résolution. Enfin, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que nous conduisons un intense travail diplomatique. Je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Pologne en fin de semaine. Nous, avec Sophie Primas, avec le Premier ministre, on conduit ce travail diplomatique. Il est fondamental. Et le fait que la France se soit dressée si fermement contre cet accord, si nous pouvons avoir un vote unanime contre le Mercosur à l'issue du débat, eh bien, nous pourrons affirmer au reste de l'Union européenne la position de la France qui, quoi que vous en disiez, sera observée avec attention. Je vous remercie, Madame la Ministre. Madame Valérie Rossi. Madame la Ministre, vous l'avez évoqué, en juillet dernier, le gouvernement lançait un plan agriculture-climat Méditerranée afin d'accompagner les agriculteurs dans les territoires concernés par les impacts du dérèglement du climat méditerranéen. Vous avez évoqué la cinquantaine de projets qui vont prochainement être labellisés. Mon département des Hautes-Alpes a été fortement touché à plusieurs reprises depuis un an par des inondations à répétition, en alternance avec des grosses périodes de sécheresse dues au dérèglement climatique. Plusieurs porteurs de projets au alpin pourraient déposer des dossiers, exception faite que mon département, sauf modification récente du périmètre, ne fait pas partie des 18 départements identifiés comme les zones les plus exposées aux risques climatiques. Alors j'ai plus qu'une question, une demande, Madame la Ministre. Eu égard aux sinistres consécutifs qu'elles ont connus, j'aimerais que vous puissiez, s'il vous plaît, réétudier le zonage de ce PAM et y inclure les Hautes-Alpes où, malgré le nom de Hautes et de Alpes, l'influence méditerranéenne se fait fortement sentir. Je vous remercie. Merci, Madame Rossi. Madame la Ministre. Ce qui a prévalu dans le dessin de ce plan hydraulique, de ce fonds hydraulique, c'est quand même l'idée d'amener l'eau là où l'agriculture en a besoin. C'est ça le fondement du fonds hydraulique. Il y a des territoires où on ne peut plus cultiver parce qu'il n'y a plus d'eau, parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Et qu'il nous faut à la fois réutiliser les eaux usées, remettre à niveau l'adduction, rehausser des dispositifs de collecte de l'eau, sans aller vers les méga-bassines qui suscitent toujours beaucoup d'émotions. Il faut aussi pouvoir organiser la collecte de l'eau pour pouvoir l'utiliser en cas de besoin pour l'agriculture. Alors sur cette question du zonage, ce fonds hydraulique, il n'a pas pour objectif de lutter contre les désordres climatiques et les conséquences. Ça, c'est autre chose. Maintenant, je vais regarder attentivement si dans votre département, il y a des propositions qui pourraient être faites et qui correspondent à l'architecture de ce fonds hydraulique. Je veux bien le regarder, Madame la députée. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Vincent Rolland. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, s'il y a une crise dans la crise agricole, c'est bien celle, depuis de nombreuses années, liée à la prédation et aux attaques incessantes de loups sur les troupeaux. Autrefois les ovins, mais aujourd'hui chevaux, bovins ne sont pas non plus épargnés. Quelle est la position de votre ministère et la vôtre et la Convention de Berne, je crois, qui protège le loup, doit être revue au début du mois de décembre. Est-ce que la France appuiera un déclassement du loup qui permettrait de passer à des prélèvements beaucoup plus importants que ça n'est le cas aujourd'hui? Il n'est pas rare de voir dans nos villages des meutes, je dis bien des meutes, mais pas un seul loup, traverser le village, ce qui devient, en termes de vie locale, et surtout pour nos agriculteurs, insupportable et intenable. Merci, Monsieur Rolland. Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, j'ai longtemps appelé de mes voeux une position officielle de la France. Nous l'avons enfin. Nous l'avons enfin. La France a demandé le déclassement du loup d'espèces strictement protégées en espèces protégées. La Convention de Berne va examiner cette demande qui ne vise pas à éradiquer le loup, mais qui vise à rétablir un équilibre et à prioriser le soutien à l'élevage et aux éleveurs et au pastoralisme, ce qui change tout. Tout simplement parce que l'état de conservation de l'espèce est aujourd'hui satisfaisant. Donc la Convention de Berne, c'est un vote à la majorité, je pense, j'espère, qu'il sera accordé. En revanche,
au niveau de la directive Habitat, qui est la traduction communautaire de la Convention de Berne, là, il faut l'unanimité. Il y a 3 pays qui se sont opposés, de mémoire l'Irlande, l'Espagne et le Portugal, je crois. Donc ces 3 pays s'y sont opposés. Il faut qu'on conduise un travail diplomatique pour les convaincre de nous rejoindre, parce qu'il faudra l'unanimité. Et seulement à ce moment-là, on pourra effectivement avoir des prélèvements plus importants. Merci. C'est un dossier que je suis, vous le savez, depuis fort longtemps et auquel je porte une très grande attention, tant je sais le désespoir des éleveurs qui constatent le matin en arrivant de leur pâture la prédation du loup sur de gros animaux. Hein. Vous avez cité les chevaux et les bovins. Madame la ministre. Monsieur Benoît Biteau. Merci Madame la Présidente. Alors, Madame la Ministre, je ne vous ai pas parlé de Mercosur parce que je vous en ai parlé hier. Voilà, donc je ne suis pas revenu. Par contre, ça me permet de revenir sur les zones humides. Vous m'avez parlé de Ramsar, mais ce n'est pas le bon outil, tout simplement. Ce n'est pas le bon outil. On a 5 pôles relais nationaux qui sont validés par le ministère de la Transition écologique, qui ont fait un travail partenarial de définition et de caractérisation des zones humides. C'est le répertoire le plus sérieux, le plus robuste et le plus exhaustif dont on dispose. Donc n'utilisons pas cette référence Ramsar qui convoque une démarche volontaire. Tout le monde n'est pas Ramsar. Ceux qui sont Ramsar ne veulent surtout pas que Ramsar soit un élément de réglementation. Et effectivement, Ramsar n'est pas une zone tellement robuste pour définir une zone humide. Donc, utilisons un outil qui existe, qui s'appelle le réseau partenarial de définition et de caractérisation des zones humides, porté par les 5 pôles relais nationaux français. Je vous remercie, Monsieur Biteau. Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Le BCAE 2, c'est précisément le croisement entre le Ramsar et le réseau que vous évoquez. C'est aujourd'hui ce qui se fait. Alors sur Ramsar, ça fait partie quand même de l'éco-conditionnalité de la PAC. C'est un dispositif qui conditionne aussi. Moi, quand les agriculteurs, les éleveurs se lancent délibérément dans ce dispositif, ils sont volontaires pour y aller, c'est pas inutile. Bon, et vous savez que ça suppose quand même un certain nombre de contraintes. On ne peut pas drainer davantage, on ne peut pas retourner, enfin voilà. Donc ce sont des contraintes qu'ils acceptent quand même pour protéger les zones humides, c'est pas rien. Merci Madame la ministre. Monsieur Henri Alfandari. Merci Madame la Présidente, Madame la ministre. On a parlé du Mercosur, je pense quand même que vous avez eu raison de rappeler que l'agriculture ne peut pas être la variable d'ajustement des accords internationaux, mais que notre principal problème, c'est le manque de compétitivité de la ferme France. Et qu'on n'aurait pas dégradé la production française à ce point-là, on n'aurait pas autant de problèmes avec ce type d'accord. Je pense que Julien Dive a dit quelque chose d'extrêmement important, qui est quand même la notion de programmation. On a réussi, dans l'article 1, à positionner au 3 de l'article 1 une logique de consommation par filière et d'objectifs de production par filière par rapport à ces consommations nationales. Je pense que ça vaudrait le coup de les consolider. Par ailleurs, je suis aussi très attaché, et je pense que pas mal de nos collègues sont attachés aux simplifications évoquées par Thierry Benoît. On pourrait imaginer aussi que l'OFB rejoigne les brigades environnementales de la gendarmerie. Et après, moi, ce qui m'inquiète énormément quand même, si on revient sur les BCAE, comment des ingénieurs agricoles peuvent ne pas savoir remplir le logiciel? Ça devrait nous faire peur à tous. Madame la ministre. Oui, parmi les leviers de compétitivité, il y a la simplification. Vous venez d'en donner un exemple. Quand on ne comprend pas ce qu'on vous demande, c'est qu'il y a vraiment un problème. Alors, sur l'idée d'une programmation, je crois que le propos de Julien Dive allait un peu au-delà de la programmation. Il allait plutôt sur la vision, la conception, tourner vers quelle agriculture voulons-nous emmener. Je rappelle quand même que nos agriculteurs ont toujours obéi aux programmations de l'État. Ils ont toujours été très... pardon ? Ils sont très résilients. On leur a demandé de monter en gamme, ils l'ont fait. On leur a demandé d'aller vers l'agriculture biologique, ils l'ont fait. On leur a demandé de respecter. Mais il y a des limites aux exigences qu'on leur pose. Et bien, ces limites, c'est celle de la production et de la capacité à pouvoir vivre de son travail. Vous avez raison de le rappeler.
Merci Madame la Ministre. Je me permets de préciser que par exemple le coût du foncier au Brésil est quasiment égal à zéro du fait de la déforestation et qu'il sera compliqué par exemple d'atteindre certains facteurs de compétitivité qu'ont les Brésiliens, fort heureusement d'ailleurs. Bon, alors Madame Hélène Laporte. Merci Madame la Présidente et merci Madame la Ministre pour votre écoute depuis le départ. Alors, vous dites ne pas vouloir un accord en l'état, je parle du Mercosur, mais existe-t-il un accord supportable? Quand on parle des clauses miroirs, comment on va pouvoir s'assurer déjà que les hormones de croissance n'ont pas été réutilisées? Et là où je me sens baladée, et même mon groupe, c'est pourquoi nous solliciter une nouvelle fois sur le projet d'accord avec le Mercosur le 10 décembre. Je m'explique. Notre Assemblée a déjà voté à une écrasante majorité pour s'opposer à cet accord le 13 juin 2023. D'ailleurs, camarades LFI, vous aviez voté contre. En octobre, j'avais proposé l'examen d'une proposition de résolution. Bon, ça m'a été refusé, mais je nous sens quand même honnêtement un peu baladés d'avoir encore un débat alors qu'on s'est déjà prononcé en juin 2023 sur cet accord de résolution. Merci. Merci Madame Laporte. Madame la Ministre. Je crois que la notion de contrôle ne peut se faire qu'au niveau européen. Si on le fait au niveau français, je vais vous dire ce qui va se passer. Ça passera par le port de Rotterdam. C'est par là que passent les cerises qui vont être francisées quand elles arrivent sur le marché français. C'est exactement ce qui va se passer. Donc la notion de contrôle, elle est essentielle, elle est absolument déterminante, mais il faut qu'elle se conduise au niveau européen. Le débat, j'en ai parlé, je pense que si on a un vote unanime contre le Mercosur, oui, mais là, l'actualité nous impose... Enfin, moi, j'ai été parlementaire. Chaque fois que les parlementaires ont le loisir de s'exprimer sur un sujet majeur, il me paraît normal qu'ils le fassent vraiment. Oui, oui. Madame oui. Laporte, vous n'avez pas la parole. Oui, mais moi je crois véritablement qu'on va pouvoir débattre. Vous voyez, il y a des sujets qui apparaissent aujourd'hui qui n'apparaissaient pas hier. La question la scission de l'accord entre sa dimension commerciale et la dimension cadre, c'est quelque chose de fondamental. Ça peut nous priver de débat. Il y a là, je dirais, une offense qui est faite à la démocratie et aux pays constitutifs de l'Union européenne. Donc il faut pouvoir le dire, ça. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Jean-Pierre Vigier. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre et chère Annie, le monde agricole traverse une crise profonde et nos agriculteurs, confrontés aux aléas climatiques et sanitaires, ont plus que jamais besoin de soutien. Vous avez bien et rapidement travaillé et vous avez annoncé des aides et des dispositifs administratifs et financiers. Et ces mesures sont bien évidemment les bienvenues. Nos agriculteurs réclament aussi un choc de simplification, car la paperasse administrative, les lourdeurs réglementaires, vous en avez parlé, et la multiplication des contrôles freinent leur activité. Vous avez annoncé un contrôle administratif unique comme une première avancée et c'est une bonne chose. Alors, Madame la Ministre, comment garantir que les décisions prises au niveau national soient bien déployées rapidement et efficacement sur le terrain, car nos agriculteurs les attendent pour qu'elles soient vraiment sur le territoire et efficaces. Nos agriculteurs comptent sur nous. Je vous remercie. Merci, Monsieur Vigier. Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais vous dire, Monsieur le député Vigier, à quel point votre question est absolument fondamentale. Et depuis que je suis dans la vie publique, quand j'étais maire, je procédais déjà ainsi. Les décisions que nous prenons, il faut les accompagner pour vérifier qu'elles sont bien appliquées. C'est la mise en œuvre. C'est la question fondamentale de la mise en œuvre. Et sur le contrôle administratif unique, quelle est notre méthode ? Avec mon directeur de cabinet qui a une expérience préfectorale, on mobilise les préfets. Les préfets sont vraiment les agents de l'action déconcentrée sur le territoire, préfet de département ou préfet de région selon les sujets. Et nous avons déjà transmis la circulaire sur le contrôle administratif unique. Nous avons expliqué comment ça fonctionnait, nous avons indiqué le mode d'emploi et nous demanderons au préfet de nous tenir informés de la mise en œuvre de ce contrôle. Et on va le faire pour tout. Mais vous avez raison, c'est une question fondamentale. Merci Madame la Ministre. Monsieur Julien Gabaron. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je suis député de la 6e circonscription de l'Hérault, celle de Béziers, qui a vu naître en 1901 à Marossan la première cave coopérative viticole de France. Quand je discute avec mes amis viticulteurs et vignerons, encore ce lundi lors de leur mobilisation, ils ne me disent qu'une seule chose, nous voulons vivre de notre travail.
Madame la ministre, notre viticulture meurt et nos exploitants ne demandent raisonnablement que de pouvoir gagner juste 15 centimes de plus par bouteille vendue afin de pouvoir vivre dignement de leur travail. 15 centimes. Les négociants, intermédiaires, distributeurs, restaurateurs peuvent absorber ce coût sur leur marge. Ma question est donc simple, Madame la ministre. Que comptez-vous faire très concrètement, alors que cela est rendu possible mais non appliqué par l'article 17 de la loi Egalim 1 et par l'article 442-7 du Code de la consommation pour que nos agriculteurs puissent enfin vendre leur production au prix juste? Je vous remercie. Merci, Monsieur Gabaron. Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, oui, notre viticulture va mal, je vous le confirme, pour des raisons conjoncturelles, mais aussi pour des raisons plus structurelles. Par exemple, la déconsommation de vin rouge, elle est un fait malheureux, mais c'est ainsi. J'ai reçu l'ensemble de la filière. Et la filière en convient, il faut des dispositions particulières. Le plan d'arrachage de 120 millions d'euros, le plan stratégique viticole que la profession m'a remis officiellement, et il faudra évidemment mettre des moyens en face pour pouvoir déployer ce plan, et en particulier pour les coopératives. Hein, vous avez évoqué les coopératives. Le plan, les prêts que j'ai présentés tout à l'heure, qu'il s'agisse des prêts bonifiés ou garantis, s'adressent naturellement aussi à la viticulture. Je me suis rendue sur le terrain à plusieurs reprises, dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Aude, où les viticulteurs ont particulièrement souffert de la sécheresse. Et j'y suis très attentive. Il y a aussi l'allègement des charges MSA, qu'on va porter à 50 millions cette année. Merci, Madame la ministre. Monsieur Stéphane Travert. Si j'ai le micro. Parfait. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, une action syndicale à vocation pédagogique s'est déroulée lundi dans le Cotentin, au cœur de ma circonscription, sur l'entretien des cours d'eau et le curage des fossés pour un meilleur écoulement de l'eau et ainsi éviter les inondations auxquelles de nombreux territoires ont été victimes. Cela fait 10 ou 15 ans que ces chantiers d'entretien ne sont plus réalisés par crainte de pénalités ou sanctions parfois très lourdes ou à cause d'une procédure jugée trop complexe, créant de facto des relations tumultueuses avec les services de l'État. Pouvez-vous nous indiquer, Madame la Ministre, la position qui est la vôtre sur le fait de passer d'un régime d'autorisation très complexe à un régime de déclaration? C'est faire preuve de confiance vis-à-vis des agriculteurs qui sont les premiers défenseurs de leur outil de travail et de leur environnement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Travers. Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Ministre, vous faites allusion à cette action syndicale qui s'est déroulée dans la Manche sur la question sensible de l'entretien des cours d'eau et le curage des fossés. Je voulais vous dire plusieurs choses. D'abord, je partage votre préoccupation. Et la crainte est telle qu'on préfère ne pas entretenir plutôt que d'être exposé aux sanctions. C'est absurde. Alors, il y avait eu début 2024 la possibilité d'un curage ponctuel soumis à déclaration et pas à autorisation. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Une mission flash a été conduite par l'inspection de mon ministère et celui de Madame Pannier-Runacher sur la simplification du cadre législatif et réglementaire. Et sur cette base, je vous proposerai des mesures de simplification réglementaire. Parce que les réglementaires, ça va plus vite et c'est plus facile. Mais je peux vous dire que je serai moteur aux côtés de ma collègue Agnès Pannier-Runacher, qui est en charge de ce dossier, je vous le rappelle. Merci, Madame la Ministre. Madame Manon Meunier. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'aimerais porter ici la voix des éleveurs ovins du nord du Limousin et la voix de tant d'autres éleveurs ovins qui sont dans l'incompréhension et qui se sentent abandonnés par rapport aux épidémies de FCO qu'on traverse. Pourquoi ? Parce que sur la FCO 8, le résultat n'est toujours pas là. Alors effectivement, on a l'indemnisation FCO 3, mais les éleveurs du Sud, sur la FCO 8, sont dans l'incompréhension et en l'occurrence se retrouvent coincés entre le risque économique à prendre et à engendrer pour vacciner
vacciner effectivement leur cheptel, et le risque sanitaire à ne pouvoir engager des sommes démentielles justement et à se retrouver à attendre que peut-être le virus touche leur troupeau. Quand est-ce que vous allez apporter de véritables réponses pour l'élevage ovin extensif qui pourtant en plus préserve un maximum nos paysages? Ces éleveurs sont en attente et peuvent avoir des réponses sur une véritable indemnisation pour avoir des vaccins contre la FCO8. Je vous remercie. Merci Madame Meunier. Madame la Ministre. Bon, sur la vaccination, je vous ai dit les difficultés que nous avions sur la disponibilité des vaccins en raison de la perte de souveraineté sanitaire de notre pays. Sur l'indemnisation des surmortalités, c'est aussi de ça que vous parlez. Le guichet pour les ovins et bovins touchés par la FCO8 sera ouvert dès janvier. Celui de la FCO3 est ouvert depuis quelques jours. La FCO8, oui, alors, mon directeur de cabinet adjoint me rappelle que je condensais l'information, mais c'est un peu technique, mais je vais vous délivrer l'information dans sa précision. Sur la FCO3, il y a indemnisation sur le fonds d'urgence des ovins et des bovins. Sur la FCO8, il y a indemnisation des ovins sur le fonds d'urgence de 75 millions. Le même. Il y a identité de traitement. Il y aura simplement peut-être une temporalité à peine différente. Sur les bovins touchés par la FCO8, là, c'est le FMSE qui indemnisera. Le FMSE qui est, je vous le rappelle, constitué à 65% de fonds d'État et le reste, c'est une contribution des agriculteurs eux-mêmes. De sorte que tous les ovins et tous les bovins et toutes les fièvres catarrhales seront indemnisés de la sorte. Voilà. Je vous ai dit la précision du dispositif. Merci à vous. Jean-Luc Fugit. Merci Madame la Présidente et merci Madame la Ministre, y compris pour ce que vous venez de rappeler. C'est très important pour nos éleveurs. Alors vous avez relancé le comité des solutions qui permet, production végétale par production, de savoir de quelles substances actives dont disposent les agriculteurs des différents pays européens. Merci de reprendre ces travaux qui avaient été lancés par votre prédécesseuse, Madame Agnès Pannier-Runacher. Alors ce travail, il montre notamment les impasses techniques auxquelles doivent faire face nos agriculteurs. Depuis plusieurs mois, dans mon département, dans le Rhône, nos arboriculteurs me font part de leurs difficultés croissantes pour continuer à produire alors que les retraits de substances actives s'enchaînent. Et ce lundi, ils m'ont indiqué qu'ils venaient d'apprendre que 3 nouvelles molécules allaient faire l'objet de restrictions d'usage, le captane, le fluonicamide et le fluoripyrane. Surtout, ils m'ont expliqué que ces restrictions ne seraient pas identiques selon les pays européens. C'est pour moi, à ce stade, inentendable et inacceptable, à la fois pour eux et pour nous. Alors je donne un exemple. Sur le fluonicamide, cette substance serait autorisée avec une application une fois par an, mais 1 an sur 2 en France, et ce serait 2 fois par an pour les pays voisins. Voilà, ma Présidente, juste je finis. Donc ma question c'est, que comptez-vous faire et seriez-vous prête à venir rencontrer les arboriculteurs du sud du département du Rhône, où nous avons un verger exploratoire et nous serions ravis de vous accueillir. Merci. Madame la Ministre. C'est un défi de répondre à des questions aussi fondamentales en 1 minute. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que le Premier ministre au Sénat aujourd'hui a clairement dit qu'il ne voulait plus de distorsion par rapport aux réglementations européennes. Les produits qui sont interdits au niveau européen, on ne discute pas, ils sont interdits aussi chez nous. En revanche, ceux qui sont autorisés au niveau européen, on ne comprend pas pourquoi ils ne le seraient pas au niveau français. Il y a des divergences entre agences, entre la France et les autres pays. En France, il y a aujourd'hui 900 usages, dont 545 qui correspondent aux besoins en France. On a 545 demandes pour les filières. Notre marge de manœuvre, elle est là. Elle est dans cette marge d'appréciation. 900 usages, dont 545 correspondent aux besoins en France. 545 usages, c'est 75 produits. Il faut, dans ces 75 produits, qu'on puise ceux qui peuvent répondre. Non, c'est un point trop important, Madame la Présidente. 75 produits qui peuvent répondre aux besoins de traitement de nos filières. Alors, on va dire... Je dois tenir le temps. Oui, je sais bien, Madame la Présidente. Mais sachez que c'est un point fondamental sur lequel, et sur les 3 produits que vous évoquez, je vous ferai une réponse écrite, Monsieur le député. Merci Madame la Ministre. Nous passons à Monsieur Patrice Martin pour le groupe Rassemblement National.
Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, si l'accord UE-Mercosur était ratifié, ce seraient notamment 99 000 tonnes de viande bovine taxées à droit de douane réduit qui seraient importées sur le vieux continent, sans compter évidemment les gargantuesques quotas d'importation des autres matières agricoles en attente d'inonder notre marché européen. 99 000 tonnes de viande bovine, ajoutées aux 300 000 tonnes importées chaque année dans le cadre des contingents tarifaires établis par les règles de l'OMC, sont déjà grandement au bénéfice du Mercosur avec des tarifs préférentiels. Le règlement des différents accords commerciaux n'est plus opérationnel depuis 2019 et le dernier cycle des négociations commerciales est au point mort depuis 23 ans. Alors que les États-Unis et la Chine imposent davantage de protectionnisme, quand allez-vous prendre acte de la fin de la mondialisation sauvage et imposer le nécessaire juste échange auprès de l'Union européenne pour garantir à nos agriculteurs un commerce international qui ne soit pas systématiquement en leur défaveur? Je vous remercie. Merci, Monsieur Martin. Madame la Ministre. Je suis déjà très largement exprimée sur le Mercosur et en particulier sur la filière viande. Ce que je voudrais vous dire, un exemple sur la filière viande. On importe aujourd'hui en France un poulet sur 2 consommé. Et quand c'est une consommation hors du foyer, c'est 80%. 80% de poulets étrangers. Donc vous voyez bien que quand on importe de la volaille, sur les 20% qui restent de la consommation hors foyer ou sur les 50% qui restent de consommation courante, c'est sur cette marge-là que nos producteurs vont encore perdre des capacités d'écoulement. Donc c'est un point absolument capital. Et sur le bœuf, il est certain que vu les parties du bœuf qui seront importées, qui viendront du Mercosur, elles concurrenceront directement nos producteurs, qui ont déjà à faire face à une déconsommation de la viande aussi. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il faut qu'on soit d'une extrême fermeté à l'égard de cet accord. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Guillaume Lepers. Madame la Ministre, j'aimerais revenir sur la situation particulièrement critique de la filière noisettes très implantées dans le Lot-et-Garonne et notamment sur ma circonscription puisqu'on a plus de 300 producteurs. Depuis 2020, la France est le seul pays du monde à interdire l'usage de l'acétamipride en raison d'une toxicité pourtant non avérée sur les abeilles. Depuis cette date, le balanin et la punaise diabolique ravagent nos vergers. Les alternatives étant inefficaces, les pertes de récolte cette année sont estimées à plus de 75%. Pour répondre à la demande, la France se retrouve obligée d'importer des noisettes étrangères qui, elles, bénéficient des traitements qui nous sont interdits. On est dans l'absurdité totale. Alors que l'Autorité européenne de sécurité alimentaire a validé le maintien, l'autorisation de l'acétamipride le 15 mai dernier, pouvez-vous, Madame la Ministre, assurer à la filière l'attribution d'une dérogation d'usage de 120 jours pour le traitement du printemps, comme ça avait été le cas en 2018 et en 2020, dans l'attente d'une évolution législative pérenne? Cela permettrait tout simplement de survivre. Merci, Monsieur Lepers. Madame la Ministre. On a exploré juridiquement cette possibilité. Le problème, la dérogation 120 jours n'est pas possible. Et vous savez pourquoi, monsieur le député? Je l'ai évoqué hier dans ma réponse à la QAG. Parce que le législateur, en son temps, l'a mis dans la loi. Il a nommément interdit cette substance dans la loi. Et donc, seule une autre loi peut revenir sur ces dispositions. Voilà, c'est ça la réalité juridique. L'analyse juridique qui est conduite par la filière, ils nous l'ont exposée. Ils nous l'ont exposée et on l'a regardée. Je voudrais vous dire que c'est possible, mais ça ne l'est pas. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Sylvain Carrière. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous l'avons évoqué, la viticulture traverse une crise sans précédent. Les viticulteurs sont aux abois et avec eux les territoires qui dépendent de la vigne. Le plan stratégique de la filière vitivinicole vise à répondre aux enjeux auxquels fait face la filière. Baisse tendancielle de la consommation de vin, accumulation de stocks faute d'ajustement de la production, préférence pour des vins moins alcoolisés alors même que la hausse des températures conduit à produire des vins souvent plus alcoolisés, aléas climatiques qui déciment chaque année les cultures, aléas géopolitiques avec notamment les taxes imposées par la Chine sur les vins et spiritueux et celles de Trump aux États-Unis qui vont être réinstaurées. Madame la Ministre, pourriez-vous nous dire comment, avec votre ministère, vous entendez accompagner la filière dans le cadre de la déclinaison opérationnelle de ce plan de filière? Quelles actions comptez-vous mettre en œuvre?
et à quelles échéances? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Carrière. Madame la ministre. Bon, j'ai mis en œuvre le plan d'arrachage, 120 millions. On en a consommé 108. Il y a tout le travail qui a été fait au niveau du soutien à la trésorerie sur les 2 types de prêts. Il y a les rencontres régulières que j'ai avec les représentants de toutes les filières vitivinicoles. Je suis allée par 2 fois visiter des producteurs dans le sud de la France et j'ai vu toutes leurs difficultés. Difficultés structurelles, difficultés conjoncturelles liées au climat. Il est évident qu'il faut penser aussi l'avenir de cette filière. Donc le plan stratégique de la filière, il est essentiel. Et nous allons travailler avec les viticulteurs pour le mettre en œuvre de la meilleure façon. Dès le début de l'année prochaine, ça c'est quelque chose qu'on va travailler très rapidement avec eux, bien entendu. Je suis en relation très régulière avec les représentants de ces filières. Merci Madame la Ministre. Monsieur Stéphane Buchou. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je vous emmène sur le littoral atlantique, à Ré, à Guérande et dans ma circonscription à Noirmoutier, où depuis des siècles, la fleur de sel se ramasse à la main, en surface, après cristallisation. Comme cela n'est pas le cas dans les autres régions productrices où c'est la mécanisation et l'industrialisation qui prévalent, il y a donc tromperie sur la marchandise pour les consommateurs. Dès lors, une définition de la fleur de sel, une définition juridique, j'entends, est nécessaire sous peine de voir disparaître les 600 petits producteurs de l'Atlantique, où le savoir-faire ancestral, ce savoir-faire patrimonial est extrêmement important. Et donc, je voulais savoir, Madame la Ministre, si la démarche et le travail que j'ai engagé étaient soutenus par vos services et donc par vous-même. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Buchou. Madame la Ministre. Bien. La fleur de sel, qu'elle soit de Guérande, de Noirmoutier ou d'ailleurs, c'est un trésor culinaire qu'il nous faut protéger, des savoir-faire ancestraux qu'il nous faut transmettre. Donc, je comprends votre combat et je le partage et je veux vous y aider. Donc, la question de la protection, de la définition, de l'harmonisation des règles, c'est une question fondamentale qui se règle aussi en lien avec l'Europe. Mais tout ce qui est protection, tous les signes de qualité, tous les signes de protection géographique doivent être explorés. C'est un dossier sur lequel je vous propose que nous travaillions ensemble. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Éric Liégeon. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, moi, je voudrais tout d'abord vous remercier pour toutes les mesures que vous avez mises en place si rapidement depuis votre nomination. Mais je connais depuis longtemps votre efficacité. Nos agriculteurs, déjà confrontés à des défis colossaux et fragilisés par les crises économiques, climatiques et sanitaires, doivent parfois aussi faire face à des vagues d'agribashing orchestrées par certaines associations radicales. Ces attaques prennent des formes graves, destruction de cultures, attaques de projets de retenue d'eau, campagnes de dénonciation publique injustifiées. Ces actes malveillants, au-delà des dégâts matériels, sapent le moral et la dignité de ceux qui nous nourrissent et façonnent nos paysages, jouant un rôle central dans la vie de nos territoires. Nous devons protéger nos agriculteurs contre ces attaques physiques et morales. C'est aussi à cause de cela que les agriculteurs manifestent aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Merci. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Éric Liégeon, d'abord très heureuse de vous retrouver ici, puisque c'est mon suppléant devenu député. Alors, vous évoquez effectivement l'agribashing. C'est aussi une des raisons du malaise agricole aujourd'hui. Le fait d'être montré du doigt, d'être mis en accusation injustement par des idéologues extrémistes, parfois des terroristes qui s'en prennent physiquement aux forces de l'ordre qui protègent certaines installations. Vous avez évoqué les retenues d'eau. On pourrait évoquer aussi certaines plantations. J'avais au téléphone hier un agriculteur qui avait été attaqué. Enfin, la parcelle qui venait d'être semée avait été piétinée. Le travail ruiné. Donc, le Conseil d'État vient de valider le suivi des actions de nature idéologique des militants écologiques par la gendarmerie. Ça s'appelle la cellule Déméter et c'est une victoire. Merci Madame la Ministre. Monsieur Joseph Rivière.
Madame la Présidente, Madame la Ministre, merci de m'écouter. Je vous emmène dans l'océan Indien où depuis le 15 novembre dernier, la saison cyclonique a commencé. Cependant, un certain nombre d'agriculteurs ne sont toujours pas indemnisés des cyclones qui sont passés en janvier de l'année dernière. Vous est-il possible d'accélérer ce mode d'indemnisation et puis de simplifier, d'apporter une simplification administrative à cela? Parallèlement, les produits agricoles de la Réunion connaissent des barrières administratives et douanières importantes pour l'exportation de nos produits sur le territoire national ou européen. Vous est-il possible d'intervenir de façon à ce que nous puissions écouler plus facilement nos productions? Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur Rivière. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, vous posez des questions très précises sur l'indemnisation, la simplification, la complexité administrative, les barrières administratives pour l'exportation. Ce que je vous propose, c'est que nous vous fassions une réponse très circonstanciée sur ces questions que vous avez évoquées. Je vous remercie de votre compréhension. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette audition. Madame la Ministre. Je remercie donc Madame la Ministre, mais aussi l'ensemble des commissaires qui ont participé à cette audition. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée. Pour ma part, donc, je vais aller en séance puisque nous avons la proposition de loi sur les tickets restaurants actuellement en séance et qui concerne aussi notre commission. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Merci beaucoup.